Bonsoir. Est-ce que tout le monde est installé à une chaise? Oui, il y a encore des places là. C'est bon? Merci à tous et à toutes d'être venus aussi nombreux. Pour accueillir avec nous ce soir 4 femmes engagées chacune à sa manière dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Un sujet pour lequel je suis agréablement surprise qu'on ait rassemblé autant de monde. Nous avons la chance ce soir de pouvoir échanger donc avec ces 4 femmes. Tout d'abord, Violaine de Philippi-Sabat, qui est avocate, qui est chroniqueuse à l'Humanité, porte-parole d'Oser le féministe et autrice de Classée sans suite, livre qui a été publié l'an dernier et que vous pouvez retrouver sur le stand de la librairie Tout un monde. Nous avons ensuite à mes côtés Madame Catherine Grosjean, qui est magistrate et présidente du tribunal de Clermont-Ferrand, et qui a mis en place au sein du tribunal de Clermont-Ferrand un dispositif bien spécifique pour traiter justement les affaires de violences conjugales, intrafamiliales, ainsi que les violences aux enfants qui se situent dans ce contexte intrafamilial, car il ne faut pas oublier qu'ils sont également témoins, victimes directes, victimes collatérales, indirectes, et qu'ils ont besoin également d'être pris en charge de manière spécifique. Nous avons également à la gauche de Madame Catherine Grosjean, Epiphanie Diondrang, qui est artiste slameuse, militante des droits des femmes tchadiennes, présidente de la Ligue tchadienne des droits des femmes, cette Ligue tchadienne des droits des femmes qui est une plateforme d'écoute et de soutien juridique aux femmes victimes de violences sexuelles. Et enfin, pour terminer, nous avons Céline Blanza, qui est artiste également, chanteuse, compositrice, vidéaste, actrice, et qui a été choisie pour être ambassadrice de l'UNICEF au RD Congo. Et c'est dans le contexte de sa musique et dans le contexte de son rôle en tant qu'ambassadrice également qu'elle a souhaité s'engager auprès des femmes sur des thèmes tels que le mariage précoce, l'éducation des filles et les violences basées sur le genre. Donc je vous remercie infiniment toutes les 4 d'avoir accepté l'invitation de Semer en territoire ce soir, qui s'intègre au sein du projet Pour dire et alerter. Et merci de nous consacrer ce temps qui va vraiment être tourné autour de la réflexion, de l'échange, de la recherche de solutions également pour lutter contre cet enjeu de société que sont les violences faites aux femmes. Alors, dans un premier temps, je vous propose, après, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas sur un format ce soir qui va être structuré avec questions, réponses, etc. C'est un format d'échange libre entre nous deux et vous quatre ensemble, enfin voilà, en fonction des idées de chacune, de vos inspirations, de vos envies aussi d'exprimer de vos idées. En tous les cas, moi je vous propose déjà qu'on commence par poser le constat que lorsqu'on parle des violences faites aux femmes, on parle de violences systémiques. Donc l'idée, c'est que si on regarde dans l'ensemble les violences que subissent les femmes dans la société, elles passent par de nombreux stades qui vont aller du harcèlement de rue, du harcèlement sexuel, aux blagues sexistes, pour aller jusqu'au féminicide, en passant par le viol, les violences, etc. Et ce qu'on constate, c'est que cette violence, elle est généralisée. Et on pourrait même aller, et c'est ce qu'on confirmera éventuellement ce soir, on pourrait même parler de violences qui sont quasiment institutionnalisées. Et c'est le constat que fait notamment Violaine de Philippis dans son ouvrage. Donc je vais laisser la parole à Laure pour approfondir cette question-là en particulier. Eh ben, bonsoir. Nous allons partir de ce texte, Classé sans suite, les femmes victimes de violences face à la justice, que vous avez écrit, Violaine de Philippis-Sabat, qui est apparu en 2023. Et je vais commencer de manière très large. Le titre annonce déjà l'enjeu, c'est Classé sans suite. Et quel constat faites-vous dans ce livre du traitement judiciaire des violences faites aux femmes ?
Bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir aujourd'hui, de nous recevoir aujourd'hui. On est hyper heureuse qu'il y ait autant de monde. Et n'hésitez pas aussi à me couper si vous avez des questions, voilà, que ce soit interactif. C'est vrai que ce livre, il est parti du constat que je faisais à la fois sur le terrain et à la fois en termes de réflexion, de plaidoyer, puisque j'étais porte-parole effectivement d'Oser le féminisme. Là, je suis toujours au conseil d'administration, mais je suis en train de travailler sur un projet d'accessibilité au droit, donc c'est pour ça que je me suis un peu mis en retrait pour travailler sur ça. Mais bref, et donc ce constat, c'était lequel ? C'était que, eh bien, dans la plupart des cas, les femmes que je voyais en permanence que je tiens toujours, avaient leurs plaintes classées, et puis ça rejoignait aussi les rapports que je pouvais lire, divers et variés. Puis au bout d'un moment, parce que je fais des permanences depuis 2015, avant j'étais à Bordeaux, je me suis dit, bon, faudrait quand même creuser ça, voir quels sont les tenants, les aboutissants, pourquoi on en est là aujourd'hui. Et de là est né ce livre, Classé sans suite. Effectivement, le titre annonce la couleur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 86% des violences conjugales sont classées sans suite. En sortant des violences conjugales, ça les inclut aussi, mais il y a aussi des violences non conjugales, je vais parler des violences sexuelles. Pour les viols, c'est 94% qui sont classés sans suite. Ça, c'est l'étude réalisée par Maëlle Stricot, qui est postérieure à mon livre et qui, du coup, recoupe des statistiques et puis les analyse et confirme ce que je dis dans mon livre en finalement actualisant aussi, parce qu'elle a fait une étude plus récente et qui est hyper intéressante et qui est issue des chiffres du logiciel de traitement qu'utilisent les pouvoirs judiciaires. Donc, c'est vraiment des chiffres officiels. Et donc l'idée, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ça ? Est-ce que les femmes mentent ? Bon, bien sûr, moi j'avais déjà ma réponse, mais l'idée c'était aussi de le démontrer. Et puis, j'ai d'abord lu il y a un rapport en particulier qui a retenu mon attention, qui était le rapport de l'Inspection générale de la justice, qui est un rapport qui a été rendu en 2019, qui s'était penché sur les cas de féminicide, donc les meurtres de femmes par conjoint ou ex-conjoint. Et puis, ont été analysés en fait ce qui a été fait ou pas été fait finalement dans ces cas, c'est-à-dire qu'ils ont ressorti les dossiers de ces cas, ils ont regardé, et la réalité est que dans 8 cas sur 10, quand ces femmes étaient venues signaler, dans 8 cas sur 10, donc quand elles étaient venues, dans 80% des cas, la plainte avait été classée et aujourd'hui, elles sont décédées. Et alors, on a regardé ce qui avait été fait dedans, pourquoi ça a été classé, et le constat est sans appel, c'est-à-dire que l'homme accusé n'a pas toujours été auditionné et il n'y a eu quasiment jamais d'enquête d'environnement. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport. L'enquête d'environnement, c'est l'enquête de l'entourage, donc ça consiste à appeler les proches pour évaluer le danger. Donc il est certain que si on n'évalue pas ce danger rapidement quand un signalement est fait, eh bien on passe à côté de l'escalade potentielle des violences et on ne cherche pas les preuves. Donc non seulement on n'arrête pas la violence, mais en plus on classe faute de preuves. Et c'est la plupart des cas, c'est-à-dire les plaintes sont classées pour infraction insuffisamment caractérisée. Donc une des choses pour lesquelles je milite aujourd'hui, c'est effectivement que ce soit rendu obligatoire d'investiguer tous les dossiers, donc de budgéter bien sûr, mais qu'on ne puisse plus classer un dossier sans avoir au minimum auditionné l'homme accusé, réaliser une enquête d'environnement, saisir les téléphones, ça semble évident, mais c'est pas fait tout le temps, et le tout dans un délai raisonnable, pas 18 mois après. Merci beaucoup. Une autre question qui m'était venue à la lecture de votre texte, c'est comment le sexisme qui imprègne toute la société s'exprime au niveau de l'appareil judiciaire ? Alors je pense que c'est des biais conscients et inconscients, c'est-à-dire que c'est toute une variété de réactions. Il y a des phrases verbalisées qui le montrent, de type, de manière très récente, un exemple, il y a 3 semaines, j'accompagne quelqu'un pour déposer plainte, un homme qui a été victime de violences petits, alors peut-être c'était il y a 1 mois et demi, j'ai plus la notion du temps, mais c'était récent. Et puis à la fin de la plainte, je m'entretiens avec le policier de manière informelle, parce que du coup c'est la fin de la plainte. Et je lui dis, bon, je sais que vous êtes sous l'eau. Il me dit, ah oui, on est sous l'eau, on n'en peut plus. Je dis, oui, je sais, vous manquez de budget, ça, personne ne dira le contraire. Et là, il me dit, et donc là où je m'en viens, phrase tout à fait sexiste, mais explicite, oui, puis le week-end dernier, on a eu une dame, elle est venue, elle était bourrée, elle a fait enfin pas bourrée, elle était ivre, elle a fait des mélanges d'alcool, et puis elle nous a dit qu'elle avait été violée. Et puis il me regarde, je dis, oui, on peut avoir fait des mélanges d'alcool et avoir été violée, c'est pas de sa faute en fait. Et puis là, il se reprend comme s'il re-switchait, il me dit oui, vous avez tout à fait raison. Puis après, il repart sur autre chose. Donc ça, c'est des réactions sexistes explicites. Bon, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi elles sont sexistes, je crois, malheureusement. Et après, il y a le sexisme implicite, c'est-à-dire qu'il ne va pas être autant perçu comme ça,
Mais il va s'infiltrer à des différents degrés, notamment dans les plaidoiries des avocats de la défense. Vous avez peut-être entendu un des avocats de la défense dans le procès de Dominique Pellicot, il défend un des accusés, dire il y a viol et viol, en expliquant qu'en fait, il y aurait un viol conscientisé, donc on sait qu'on viole, et un viol, oups, ah ben j'ai pas fait exprès de violer. C'est une réalité de personne de défendre un braqueur comme ça. Il est rentré avec une mitraillette, mais il voulait pas braquer, en fait, il s'est pas rendu compte qu'il était en train de braquer. C'est ça qu'on est en train de dire pour le viol, mais peut-être j'y reviendrai, mais là, finalement, c'est une argumentation complètement sexiste, puisqu'en réalité, c'est vrai qu'en droit français, il y a l'infraction, il y a l'élément matériel et l'élément intentionnel pour avoir la caractérisation de l'infraction. Aujourd'hui, le viol, il est caractérisé dans notre texte par la pénétration par violence, menace, contrainte ou surprise. C'est ça qui fait que matériellement, on a l'infraction constituée. Et ensuite, il faut démontrer que la personne qui a fait cette pénétration par contrainte, morale, violence ou surprise était consciente qu'elle était en train de le faire. Et ce qui semble évident quand une femme est inconsciente. Heureusement, la Cour de cassation s'est positionnée là-dessus récemment en disant que quand une femme était inconsciente, du coup, il était censé savoir que voilà, il était en train de violer. Mais c'est toujours pas dans nos textes de loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de présomption concernant l'intentionnalité. Quand une personne est inconsciente, on devrait quand même, en fait, on devrait déduire de l'élément matériel. Attention, je ne dis pas qu'on doit présumer qu'il a violé sans rien prouver. Je dis que si on rapporte qu'il l'a pénétrée quand elle était endormie, donc par contrainte ou surprise, on devrait en déduire l'élément intentionnel. Voilà. Et ça, c'est pas encore dans notre texte de loi. Et ça, pour moi, c'est du coup un exemple du sexisme dans la loi et dans les plaidoiries des avocats de la défense. Merci. Oui, si j'étais un peu technique, il faut me couper. Non, mais est-ce que peut-être on pourrait expliquer justement la différence entre l'élément intentionnel de l'infraction et l'élément matériel? Je ne sais pas, peut-être Madame Grosjean. Peut-être le redire différemment avec d'autres... pour les non-juristes de l'assistance. Oui, bonjour. Oui, alors l'élément intentionnel, en fait, c'est le fait d'avoir conscience qu'on commet un acte et conscience que cet acte est répréhensible. Hein, c'est-à-dire si on prend le vol, avoir volontairement soustrait, c'est-à-dire avoir pris la propriété d'autrui en sachant qu'elle était à autrui et que c'était interdit. Donc ça, c'est l'élément intentionnel. En ce qui concerne l'élément matériel, c'est la commission de l'acte. Et donc, ce que dit la loi, c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait pénétration d'un élément du corps dans un élément sexuel de la victime. Voilà, donc vous imaginez bien, s'était posé un certain nombre de questions historiquement, mais maintenant on ne se les pose plus, sur notamment la fellation ou des pénétrations par objet ou des choses comme ça. Maintenant, c'est tout à fait clair. La question qui se pose actuellement et qu'on repose beaucoup au travers du procès Pellicot et des viols de Mazan, c'est celle du consentement, parce que, alors que la loi est très claire, hein, violence, contrainte, surprise ou violence, menace, contrainte ou surprise, nécessairement le consentement, il n'est pas existant. Eh bien, on se rend compte, en fait, en écoutant tous ces hommes, que finalement, cette notion de consentement, elle reste finalement extrêmement floue, au point qu'un certain nombre d'ailleurs d'associations de magistrats proposent une réécriture du texte pour bien écrire noir sur blanc qu'il n'existe pas de consentement. Voilà. Dans la deuxième partie du livre, je vous invite tous à lire le livre Classé sans suite, qui est, je le disais à son auteur, très facile d'accès et qui permet de mettre le doigt sur certaines choses qui ne vont pas. Et notamment, il y a toute une partie sur pourquoi finalement la justice reste encore très sexiste, très imprégnée de sexisme. Et la question qu'on se posait, c'était aussi que la justice est aussi un corps qui se féminise depuis des décennies. Et on peut se demander si cette féminisation des magistrats, des avocats, est-ce que ça change des choses? Est-ce que ça permet des évolutions? Alors, c'est toujours pareil. Quand on dit la justice, on a tendance à dire les tribunaux. Et moi, dans ma tête, quand je pense à la justice, je pense à tous ceux qui contribuent à la décision judiciaire. Et en parlant d'eux, c'est les avocats. On dit qu'il n'y a pas de bonne décision de justice sans des bons avocats, sans des bonnes plaidoiries, sans des bonnes conclusions d'avocats. Pour moi, en fait, on est tous ensemble, hein, autour d'une recherche de la vérité et d'une réponse qui soit vécue comme juste, à la fois par l'auteur, mais également par la victime. Alors,
à l'École nationale de la magistrature, qui forme une grande partie des magistrats, il y a 80% de filles maintenant. 80% de filles. Dans mon tribunal, je crois bien que... Et pourtant, Clermont-Ferrand, un tribunal où on reste, donc on peut avoir des magistrats avec une certaine ancienneté. J'ai certains collègues qui ont une certaine ancienneté. Je dois avoir 80-90% de garçons. Je crois que j'ai moins de 10 garçons maintenant, moins de 10 hommes dans l'équipe. Donc effectivement, il y a une très forte féminisation. Pour autant, cette question de la place de la femme et des violences sexistes et sexuelles, c'est quelque chose qui traverse, quand on parle de dimension systémique, c'est quelque chose qui traverse vraiment les esprits, et il est nécessaire d'une prise de conscience également parmi les plus jeunes, parce que quand on commence à démonter ces mécanismes-là, on se rend compte qu'ils sont partout, qu'ils sont dans le langage, qu'ils sont dans les situations, on en a beaucoup parlé à un moment, dans les livres pour enfants, dans la représentation de ce que c'est une petite fille, de ce que c'est un petit garçon, etc. Et moi, je trouve, c'est vrai que ce qui se passe en ce moment à ce procès des viols de Mazan, c'est extraordinaire en termes d'objets d'étude. Ce qui est quand même incroyable, c'est on se retrouve un petit peu avec la tutelle de la femme mariée, parce qu'un certain nombre d'auteurs, et soutenus en ça par leurs avocats, ont pu dire, mais à partir du moment où c'était son mari qui m'autorisait à venir et qui me le proposait, eh bien, je considérais que j'avais l'autorisation pour le faire. Non, mais dans quel monde on est, quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils peuvent benoîtement dire ceci publiquement devant une presse internationale et devant un tribunal, sans se dire qu'ils sont en train de dire une énormité, c'est qu'ils n'en ont absolument pas conscience. Donc ça montre qu'on a du chemin à faire encore. Excusez-moi, j'ai pas osé intervenir tout à l'heure quand vous parliez du consentement. C'est aussi très ambigu le consentement, parce que dans un couple, par exemple, une femme va dire bon ok, parce que sinon il va insister toute la nuit, il va me faire chier, donc elle va dire oui. Donc elle a consenti, mais en réalité c'est pas un vrai consentement. Et ce que vous venez de dire illustre aussi ça de façon extrême. Vu que le mari dit oui, c'est qu'elle consent. Oui, mais moi je vous rejoins complètement. Je vais pas parler. Le dispositif qu'on a mis en place, c'est une chambre pénale de la famille. Donc c'est un lieu, en fait, où on regroupe toutes ces affaires-là, qui concernent en fait les violences au sein du couple, mais également les violences sexuelles, également le harcèlement. Parce qu'il faut savoir que ça commence par ça, mais aussi ce qu'on appelle la non-représentation d'enfants. Quand la femme ne veut pas donner l'enfant au père, parce que moi, je considère que c'est des infractions symptômes, si vous voulez, qu'elle recèle souvent autre chose, et qu'il faut un petit peu de formation pour les aborder. Donc, on a décidé de regrouper toutes ces affaires-là pour les faire juger par des professionnels, et ils doivent être au départ à la fois intéressés, motivés, parce que tout le monde ne l'est pas, il faut l'admettre, mais également formés. Et en fait, sur cette question donc, du consentement, nous, ce qu'on constate quand on commence à travailler la qualité du questionnement, c'est-à-dire la façon dont on va aborder ces faits pendant l'audience et questionner donc, la personne. Vous avez assisté, nos deux invités ont pu venir assister à une de nos audiences, donc elles ont vu comment la magistrate abordait ces questions-là. Eh bien, en fait, systématiquement, dans quasiment tous les dossiers, on retrouve la violence sexuelle. Mais souvent, c'est en fait au moment de l'enquête ou au moment de la préparation du procès, soit avec son avocat, soit avec l'association des deux victimes, qu'elles prennent conscience que avoir subi des relations sexuelles sans en avoir envie et sans avoir donné son accord, c'est un viol conjugal. Mais ça, on a énormément de travail à faire dessus, parce que si vous regardez, on a encore cette notion de devoir conjugal, et qui est dans l'esprit des plus jeunes. Et pas que c'est pas dans les beaux quartiers aussi. Je veux dire, ça c'est vraiment quelque chose. Il y a un énorme travail à faire pour que, et c'est toute une éducation à la sexualité aussi que font d'ailleurs les CAF. Il y a des caisses d'allocation familiale qui font un très 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 beau travail à ce niveau-là, qu'il va falloir poursuivre, et surtout jamais laisser le sillon se refermer. Je me permets aussi de poser une question par rapport au rôle de l'avocat concernant les femmes victimes. Il est assez évident. En revanche, quel est votre avis sur le rôle que peut avoir l'avocat auprès des hommes auteurs de ces violences ? Paradoxalement, c'est-à-dire que les hommes auteurs de violences sont assistés dès le début. C'est-à-dire que quand ils sont interpellés, en général, ils ont un avocat. De la garde à vue. Comment, pardon ? Le stade de la garde à vue. Oui. Voilà. En fait, ce serait, pour préciser un peu le cadre, c'est-à-dire que les femmes qui viennent déposer plainte
pour X ou Y raison, n'ont pas de prise en charge prévue par les institutions judiciaires. En revanche, les hommes qui sont placés en garde à vue, ou les femmes, d'ailleurs, n'importe quelle personne placée en garde à vue, peu importe ce qui lui est reproché, va avoir un système de permanence pénale qui va s'enclencher avec des permanences de garde à vue et l'avocat donc de permanence qui se déplacera pour s'assurer que ses droits sont bien respectés tout au long de la procédure, ce qui n'est pas le cas pour les victimes. Voilà. En fait, aujourd'hui, le stade du dépôt de plainte n'est pas pris en charge par l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire que, comme on considère qu'une victime qui arrive au commissariat en gendarmerie, elle est nécessairement bien prise en charge, c'est ça la philosophie de cette absence de prise en charge par les avocats et les avocates, eh bien on considère qu'elle n'a pas forcément besoin d'être assistée. Et donc, l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire la prise en charge par l'État des frais d'avocat pour les crimes, comme le viol, sans condition de revenu, ou alors avec condition de revenu pour les délits, ne commence finalement que quand il va y avoir des actes d'investigation comme la confrontation qui n'arrivent parfois jamais. Donc ça veut dire que beaucoup de dossiers sont aujourd'hui classés et n'arrivent malheureusement pas jusqu'aux juridictions. Et donc le sont aussi parce que le dépôt de plainte se fait sans assistance. Et je pense que le rôle de l'avocate ou de l'avocat au moment du dépôt de plainte est fondamental, devrait être pris en charge sans condition de revenu, devrait être un droit en fait, parce que quand on est victime, on ne devrait pas avoir à payer son avocate ou son avocat. Et puis ça permet donc de s'assurer que l'audition elle se passe bien pour le dépôt de plainte, mais aussi d'expliquer, parce que parfois, souvent les policiers ou les policières ne sont pas nécessairement formés. Il y en a des biens, j'en ai vu des très bien. J'ai l'impression de dire le hashtag not all policiers. Il y en a des biens, mais c'est vrai, il y en a des biens. Mais aussi, il y en a des moins bien. Voilà, dont celui dont je parlais tout à l'heure. Et donc, en fait, le rôle de l'avocat ou de l'avocate, ça va être d'expliquer pourquoi aussi des personnes représentantes de l'État peuvent réagir comme ça pour que la victime le vive moins mal et surtout, je crois, s'assurer du suivi de la plainte. C'est-à-dire qu'après, quand la personne rentre chez elle, de lui dire « vous inquiétez pas, je vais rappeler dans 2 semaines, dans 10 jours, peut-être moins si vraiment il y a une urgence, pour savoir où ça en est. S'ils ne me répondent pas, je les rappellerai jusqu'à ce qu'ils me répondent et je vais leur demander s'ils ont eu le parquet et je vais leur demander si le parquet s'est positionné sur ce qu'il compte faire, est-ce qu'il compte auditionner l'homme, est-ce qu'il compte le mettre en garde à vue, est-ce qu'il compte saisir les téléphones et je vais essayer de faire en sorte qu'ils les saisissent et voilà. Et ça, ce petit coup de fil, c'est beaucoup en fait. Ça peut éviter des graves dépressions, voire des suicides. Parce que actuellement, j'ai le cas d'une famille qui m'a appelée parce que leur fille, qui avait la vingtaine, s'est donnée la mort après un classement, parce qu'elle avait l'impression d'être abandonnée. Enfin, un des facteurs, c'est qu'elle avait l'impression d'être abandonnée par le système. Donc je crois que la prise en charge par l'avocate ou l'avocat dès le début de la procédure, c'est hyper important. Et ça permettra aussi de montrer la réalité de ce que sont aujourd'hui les procédures judiciaires, parce qu'elles ne commencent pas quand c'est pas classé et quand c'est réorienté vers du coup une juridiction de jugement. Elles commencent dès le dépôt de plainte. Et c'est dès ce moment-là qu'on doit être accompagné. Je me permets juste une petite nuance. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Moi, je milite pour qu'on donne des moyens, notamment aux associations d'aide aux victimes. C'est quand même tout à fait paradoxal de penser que quand on s'occupe des auteurs, notamment dans ce qu'on appelle les mesures d'aménagement de peine, ce sont des services d'État avec qu'on appelle les SPIP, les conseillers d'insertion et de probation, qui sont payés par l'État, qui sont fonctionnaires, qui sont formés, etc., avec vraiment une organisation tout à fait structurée. Pour les victimes, ce sont des associations d'aide aux victimes qui dépendent même pas de subventions pluriannuelles. C'est-à-dire quand vous savez que vous avez 50 subventions devant vous, vous pouvez avoir un plan de recrutement avec des professionnels, les former. Non, c'est une subvention qui est renouvelée chaque année. Alors bon, elle l'est. C'est subvention d'État, mais on ne sait jamais si elle sera véritablement maintenue, surtout dans la situation actuelle. Alors, je voulais simplement dire que depuis quelques années, on a créé les ISPG. Ce sont les intervenants sociaux en police-gendarmerie. Et ce sont en fait des membres des associations, chez nous en fait, sur le département. Donc ce sont des salariés de l'association des 2 victimes qui sont présents dans les commissariats de police ou les gendarmeries. Alors malheureusement, ils ne peuvent pas être présents dans toutes les gendarmeries. Ils sont présents au commissariat central et ils assistent les femmes au moment où donc elles viennent pour porter plainte. Ce qui permet que ce fil rouge dont vous parliez soit assuré, puisqu'ensuite elles ont donc ces personnes, donc ces professionnels
juridictionnel, il y a cet accompagnement qui est tout à fait essentiel. C'est extrêmement difficile d'aller déposer des années ou une vie de maltraitance dans un commissariat ou face à un gendarme, même s'il est extrêmement bien formé. Et donc, il y a cet accompagnement-là, et il y aura surtout l'accompagnement jusqu'à la suite de la procédure, que ce soit un classement, puisque à Clermont-Ferrand, en fait, les classements sont expliqués aux victimes par des membres de cette association. Donc, qui va parler avec eux, leur expliquer que ce n'est pas parce qu'il y a classement que les faits ne se sont pas commis, et que pour autant, on peut quand même mettre en place un accompagnement. Voilà, donc, mais moi, je rêverais effectivement aussi que pour les victimes, on ait une aide juridictionnelle automatique, avec une prise en charge par l'État des frais de procès pour que tout le monde soit à égalité et qu'enfin on puisse aboutir à une vraie amélioration des situations. D'ailleurs, pour rebondir sur la façon dont ça se passe et dont c'est organisé à Clermont, qui est quand même assez... Enfin, vous me direz si je me trompe, mais ça me paraît quand même assez exceptionnel au niveau du territoire français. Comment vous les avez vécues toutes les deux, les audiences auxquelles vous avez pu assister? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Attends, prends plutôt celui-ci parce que celui-là, il est allumé. Et comment ça se passe aussi par rapport à vous, vos repères de votre côté? Alors bonjour, merci beaucoup. Alors je vais d'abord parler de cette expérience qu'on a eue récemment quand on a assisté à l'audience à Clermont-Ferrand. Merci à la juge de nous avoir permis d'assister. C'était pour moi la première fois. Je n'avais jamais assisté à une audience avant. Et il s'est passé tellement de choses, il y avait tellement d'émotions, il y avait tellement de colère aussi, il y avait tellement de choses qui... On était tout en train de se regarder, de se parler, de se dire... La première des choses, c'est aussi ça, c'est ce que Violaine a dit tout à l'heure, le témoignage de cette famille qui l'a contacté pour dire que, au final, le dossier est classé sans suite, la fille s'est suicidée. L'audience à laquelle on a assisté, ça fait 4 ans maintenant que ça dure. Donc ça a commencé depuis 2020, si je ne me trompe pas. Et on a vu la victime, on a vu l'agresseur qui était là devant. Mais tout de suite, on voyait que la victime n'avait plus de vie. Tout de suite, on voyait qu'elle était malheureuse et qu'elle traversait une période difficile et que c'était qu'elle avait envie que ça s'arrête, quoi. Et aussi, la grande chose qui me choquait, en tout cas, là, on a reporté ça à la prochaine fois, ils n'ont pas décidé, mais j'ai l'impression que le monsieur ne sera pas condamné. Alors, est-ce qu'on ne croit pas à la victime? Oui, on la croit, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves, je pense, en tout cas, je pense que le monsieur ne sera pas condamné. On entendait la victime, déjà la voir, entendre tous les témoignages, voir la personne, on la croit. Mais quand le monsieur est arrivé pour dire que bon, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, et surtout le choc était quand son avocat est arrivé pour le défendre, là on était par terre. On s'est dit, il ne sera pas condamné ce monsieur. Pourquoi? Parce que la première des choses qui pourrait faire qu'il ne soit pas condamné, c'est justement le manque de preuves. Quand la fille racontait son histoire, oui, moi j'ai appelé le monsieur qui est son parrain. Elle avait des soucis, donc le soir, elle est allée voir son parrain qui revenait du travail. Le parrain dit « Ok, écoute, on essaie de se parler demain ». Non, c'est la fille qui propose au parrain de se voir demain dans le café de sa mère à 9h. Comme le parrain est un conducteur de bus, gros bus, il a dit « Ouais, je passerai. Si je trouve un parking, alors on va prendre un café dans le café de ta mère ». Et il arrive, il n'y avait pas assez de place. Le monsieur propose à la fille de monter dans le bus et de pouvoir discuter en cours de route. Il avait des trucs à récupérer en chemin, alors ils allaient discuter comme ça. Alors la fille raconte que quand on a pris le bus, mon parrain a commencé à me dire je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Il a commencé par un rêve. Ouais, tu sais, j'ai fait un rêve complètement bizarre, mais j'ose pas te le dire, tu vas me prendre pour un fou. Elle dit, mais non, raconte-moi, dis-moi le rêve. C'était un rêve complètement érotique, hein.
C'était un rêve, il l'a vu dans ses rêves, patati patata, jusqu'à ce que même le monsieur lui disait qu'à mon réveil, même mes draps étaient salis parce que, mais vraiment, le monsieur, oui, il était complètement fou. Et c'est là que la fille dit, mais c'est vrai, t'es fou. C'est quoi ce rêve? C'est quoi que tu me racontes? Non, mais c'est comme ça et tout. Alors, ils arrivent au premier entrepôt, je ne sais pas où ils devaient récupérer les choses. Alors, selon ce que la fille racontait, le monsieur, il s'est retourné, il a retourné mon siège, il a commencé à me toucher, il a même touché mes parties intimes et tout. Et j'étais tétanisée, je ne savais pas comment réagir, je ne savais pas. Et puis quelqu'un est venu devant lui demander de descendre parce qu'il y avait du mal à rentrer les affaires. Quand il est descendu, alors c'est là que le problème a commencé. Quand le monsieur est descendu, la fille est restée dans le bus, elle a fait un message à son ex-conjoint pour dire je pense que mon parrain est allé trop loin. Et après, elle a supprimé ce message-là. Pourquoi elle a supprimé? Parce que j'avais peur que quand mon parrain retourne dans le bus, fouille dans mon téléphone, et j'avais peur, alors j'ai supprimé le message. Mais elle a envoyé un deuxième message à son ex-conjoint encore pour dire « il faut qu'on parle ». Mais ce message-là, elle ne l'a pas supprimé. Celui-là, elle l'a laissé. Et quand le parrain est revenu, ils ont continué la route. C'était comme ça, il insistait, il avait toujours ces conversations-là, mais quand il a vu que la fille était un peu froide, il s'est arrêté. Et au moment de descendre, la fille disait que le monsieur a mis un billet de 50 € dans son soutien-gorge pour acheter son silence. Et qu'est-ce que la fille a fait après? Elle a tout de suite appelé son ex-conjoint pour dire faut que tu viennes me chercher, ça ne va pas, ça ne va pas. Et l'ex-conjoint ou la fille s'est rendue chez son amie, sa meilleure amie, où elle habitait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est tout de suite allée prendre sa douche parce qu'elle dit qu'elle se sentait sale, qu'elle avait besoin de se laver, de se sentir propre un peu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son soutien-gorge, elle l'a jeté dans la poubelle. Mais l'ex-conjoint avait déjà prévenu la famille de la fille, le papa de la fille et tout. Alors ils ont demandé d'aller porter plainte, d'aller en parler. Ils sont allés à la police. Sauf que quand ils sont allés à la police, le soutien-gorge se retrouvait dans la poubelle. On a retrouvé ça c'était pas le même jour. C'est la copine qui a dû aller ramasser ou chercher le soutien-gorge dans la poubelle. Et elle, sur son corps, il n'y avait plus de preuves parce que elle avait pris sa douche. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on a fait des tests, les ADN et tout ça là, on n'a rien trouvé dans son soutien-gorge. On a trouvé que l'ADN de la fille et de sa meilleure amie, pas du monsieur. Et aussi, le message qu'elle a supprimé, on ne l'a jamais retrouvé. Il n'y a jamais de preuve qu'elle avait envoyé un message et que... non. Oui, le seul message qu'on a trouvé, c'était « il faut qu'on parle » qu'elle a envoyé à son ex-conjoint. C'est tout. Et puis après, elle explique que non, à cet endroit-là où ils sont allés, il n'y avait pas de réseau, ce qui est vrai. Il n'y avait pas de réseau et tout, alors le message n'est jamais arrivé et tout. Donc vous voyez un peu comment c'est compliqué. C'était très compliqué. Alors, quand l'avocat du monsieur est venu parler, il n'y a pas de preuve. Vous ne pouvez pas le condamner puisqu'il n'y a pas de preuve. La fille lui voulait peut-être... Le monsieur raconte que la fille lui veut de l'argent et tout, alors que la fille ne réclame rien. Ils ont demandé 1 €. Il dit, j'ai pas besoin de son argent, j'ai demandé 1 €. C'est pas son argent que je veux. Et donc, on était là, on se disait, mais comment on arrive à juger ça? Comment on arrive à condamner? Et ce que Étienne disait, c'est que à aucun moment, les juges ont dit à la fille, on te croit. On croit ce que tu dis. Parce que d'après ce que nous, on a ressenti, et que, en réfléchissant, on pense que, écoute, s'il n'y a pas de preuve, on ne sait pas mettre quelqu'un en prison. S'il n'y a pas de preuve, on ne sait pas l'envoyer en prison. Il n'y a pas son ADN. Il n'y a pas de... Oui, le message qu'elle a envoyé à son ex-conjoint, mon parrain a été trop loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un message d'appel au secours? Dire que mon parrain a été trop loin? Et il faut qu'on parle, que tu envoies à ton ex-conjoint. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Donc si on veut seulement se baser sur ça, je ne pense pas que ce monsieur ira en prison. Mais quand on voit cette femme,
quand on l'entend parler, ça fait 4 ans que ça dure, elle dit « je ne demande rien, je veux que justice soit faite, je veux que ce monsieur ne fasse plus ça aux autres filles, je veux qu'il soit en prison ». Mais comment on arrive à condamner cette personne-là? Je ne sais pas si Epiphanie t'a... Bonjour, je pense que Céline a tout expliqué, mais moi, en tant que militante, en tant que présidente d'une organisation, j'ai l'habitude d'aller dans les audiences et de voir ce qui se passe. Et nous, on vit dans des pays mais où le cadre juridique et judiciaire sont vraiment complexes. Et c'est hyper dur. Tout à l'heure, j'entendais la dame qui parlait de consentement dans le cas de conjugal. Mais chez nous, dans le cadre conjugal, il n'y a pas de consentement. Il n'y a pas de viol conjugal. Chez nous, il n'y a pas de... Tu vas jamais expliquer à quelqu'un que c'est un viol et que la personne puisse te comprendre. Il n'y a pas de... quand c'est ton mari, tu dois, c'est ton devoir. Donc, tu ne peux pas dire que dans le cadre conjugal, c'est un viol. Et ça, c'est difficile. Et quand on parle aujourd'hui dans l'audience qu'on a suivie à Clermont et tout, même chez nous, quand il y a des preuves, c'est difficile. Et on ne croit vraiment pas aux victimes. Et c'est ça qui est terrible. Dans notre contexte, moi, j'ai eu affaire à plusieurs juges, à plusieurs avocats, et qui, à chaque fois, je rentre meurtrie et triste. Et c'est ça, je me dis, mais ça sert à quoi les textes qui nous protègent? Ça sert à quoi les lois qu'on a dans nos pays? Parce que oui, il existe des lois. Aujourd'hui, en France, je me dis, il y a des espaces, il y a des organisations, il y a des avocats qui ont cet engagement, en fait, d'aider des victimes. Mais chez nous, non. C'est eux qui sont problématiques. Même quand tu as des preuves, personne ne fait quelque chose. Moi, j'ai assisté à des cas où des viols sur des mineurs, où on a toutes les preuves possibles, où ça a été filmé, mis sur les réseaux sociaux, et que tout le monde a vu. On a vu l'identité des bourreaux, mais justice n'a jamais été faite dans ce cas. Donc, comment est-ce qu'on peut juger cet homme? Pour nous, en tant que défenseuses, en tant que militantes, mais ça nous touche profondément. Et toutes ces personnes ne font pas, toutes ces femmes qui viennent en justice ne viennent pas parce qu'elles ont besoin de réclamer des centaines de milliers de dommages et intérêts, non. Mais qu'on se dise une fois dans l'histoire que justice a été faite. Aujourd'hui, dans l'affaire des viols de Manza, vous voyez comment, en tant que victime, elle subit des choses mais pénibles. On l'expose plus que les agresseurs. Et aujourd'hui, moi, je félicite, mais vraiment le travail que la présidente fait à Clermont-Ferrand. C'est un exemple, en fait, pour les autres pays, que même ici, dans d'autres régions, qu'on puisse prendre ces exemples pour pouvoir faire quelque chose de bien. Mais après aussi, il y a ce manque d'engagement politique dans nos pays. Et on ne peut pas espérer grand. Ici, on peut espérer. Ici, il y a tellement de femmes qui commencent à se lever, qui commencent à parler, à s'ouvrir. Mais chez nous, on a normalisé. Donc, il est difficile même de trouver des femmes qui ont des preuves, des enfants qui se font violer par leurs parents, qui savent très bien et que même leurs mères sont au courant, mais qui ne disent rien. Donc, on fait des traitements à l'amiable. On a eu des cas de féminicide qui n'ont jamais été punis. Et même ceux qui doivent protéger, parce que je pense que quand il y a crime, directement, il y a des avocats qui se constituent pour pouvoir défendre cela. Mais chez nous, il n'y a pas. Et aussi, les procédures, en fait. Je ne sais pas ici comment ça se passe, mais les procédures pour aller en justice, il y a des familles qui sont pauvres, qui n'ont pas, en fait, des moyens pour faire suivre le dossier. Et aussi, l'année que ça prend, le temps que ça prend. Imaginez. Tout le monde n'a pas cette énergie, en fait, de faire 4 ans pour un dossier. Et à chaque fois,
on te rappelle que tu as un dossier qui est en justice. Et le fait de penser à ça à chaque fois, c'est épuisant aussi. Donc, il y a des gens qui se disent, bah, moi, j'en parle pas et c'est bon, c'est fini. Et on laisse tomber. Parce que ça ne sert à rien de m'exposer et d'en parler. Moi, je voulais savoir comment réagissait justement la communauté, j'entends les voisins, la famille elle-même, quand ils savent ce genre de fait et qu'ils voient que la justice justement est plutôt pour le bourreau. Donc je voulais savoir est-ce qu'il y avait des interventions, comment ça se manifestait et est-ce qu'il y avait une solidarité? Oui, mais chez nous, c'est que on te dit clairement que ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ta famille. Et toi, tu n'as pas le droit, en fait, d'en parler. Et parce que même si toi, en tant que voisin, tu ne veux pas être complice et que tu alertes, il faut qu'on ait le consentement des parents. Parce que tu peux venir, parce que tu as toutes les preuves, tu peux venir dans la famille et on te dira que non. Il n'y a rien qui s'est passé et on veut rien, en fait. On a eu des cas de féminicide où c'était public, que tout le monde savait. Et on a voulu même porter ça devant la juridiction. Mais les familles, ils viennent nous dire, c'est bon, on ne veut pas. Et après aussi, nous, on a cette culture où on parle de la dia, en fait, le prix du sang. Donc, les familles peuvent venir juste donner de l'argent et on n'en parle pas. On passe ça sous silence. Après, peut-être pour te compléter, nous, au Congo, on a eu un cas récemment de personnes très, très influentes au pays, qu'on connaît, que tout le monde connaît. Il y a eu une femme qui a eu beaucoup de courage. Elle a dit, je vais aller en justice. Je sais que je serai peut-être seule, mais ma famille sera avec moi, mes amis seront avec moi. On va condamner ce monsieur. Elle avait toutes les preuves. Mais toutes les preuves. Cette femme, parce que chez nous, il y a un problème d'abord culturel. L'éducation qu'on a est complètement différente. Très, très différente. Ce n'est pas du tout la même réalité. Les femmes, nos grands-mères, nos mamans, nos sœurs, nos grandes sœurs ont vécu des choses atroces qu'elles ont normalisées. Et nous, on a reçu ça aussi comme éducation. C'est comme ça. Donc, c'est difficile que toi, tu puisses venir te pointer pour dire que moi, je vais condamner ceci ou moi, je suis contre ça. Tu n'as personne qui te soutient, tu n'as personne qui te suit. On peut te suivre 1 jour, 2 jours et puis on abandonne. Parce que ça n'ira pas loin, parce que c'est comme ça. Alors, même si tu veux oser, tu veux faire, tu auras ta propre sœur, tu auras ta propre mère, tu auras ton propre voisin qui viendra te dire, ton propre conjoint parfois qui viendra te dire, écoute, non, arrête, ça n'ira jamais en loi. Mais cette femme-là a eu le courage d'aller voir les médias, d'aller en justice pour dire, ce monsieur-là, ça fait des années maintenant qu'il me harcèle, qui fait des choses sans mon consentement. Regardez, ça a eu des impacts sur ma santé, mais j'en ai des preuves. Les médecins ont dit ça. Regardez, mon appareil génital n'est plus... Elle avait toutes les preuves. Et on suivait ça à la télé. Et on attendait que justice soit faite. Mais c'est récemment qu'on me dit, non, Céline, ils ont fait un arrangement à l'amiable. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, quand tu as beaucoup de moyens, quand tu as de l'influence, la justice n'est rien. Quand tu es une femme, c'est très, très difficile. C'est vraiment très, très, très difficile. Même avec les preuves, tu n'es pas sûr que justice sera faite. Dans nos pays, dans notre pays, en tout cas aujourd'hui, c'est ça. Et c'est très compliqué. On peut beau savoir que cette personne-là, ce monsieur-là, a violé, a harcelé, a fait des choses incroyables. On peut beau même l'emmener en justice, mais 2-3 jours après, il est dehors, il a quitté le pays, il reviendra, il va reprendre ses activités, et toi, ta vie, on s'en fout. On s'en fout complètement. Et la question du temps, comme tu viens de dire, je vais porter plainte aujourd'hui, je dois trouver des avocats et tout ça là, c'est compliqué. Mais après, la justice, ça prend du temps. Comment la victime vit? Et moi, je me demande pourquoi ça doit prendre autant de temps. Comme l'audience à laquelle on a assisté, ce cas-là, par exemple, c'est depuis 2020 que ça s'est passé. On est en 2024. On les a entendus. Je pense que c'est la même histoire qu'ils racontent depuis 4 ans. Mais pourquoi ça prend autant de temps?
Et si jamais la fille meurt, si elle se suicide demain, ce sera quoi la justice? Ce que vous dites toutes les deux, et ce qui est aussi présent dans le livre de Violaine, c'est l'aspect déceptif, parfois traumatisant, que peut constituer le fait de porter plainte et qu'ensuite l'affaire soit classée sans suite. C'est même une question que vous abordez dans votre texte. Faut-il déposer plainte en cas de violence? Vous posez la question et c'est une vraie question. Oui, et je crois que la réponse, en fait, elle est très personnelle. C'est-à-dire que je dis jamais aux femmes qui viennent à la permanence vous devez déposer plainte, comme on a pu entendre certains politiques et certaines politiques le dire, il faut déposer plainte, etc. Laissez la justice faire son travail. Je leur dis, vous pouvez déposer plainte. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le droit de le faire. Ça peut être important pour vous de le faire. Vous pouvez aussi considérer que c'est important pour les autres de le faire. Et si vous le faites, on vous accompagnera, on trouvera quelqu'un pour vous accompagner et on vous soutiendra dans cette épreuve. Et on explique en fait, voilà, on explique comment ça va se passer, l'audition, et on essaie de rassurer en disant que ça peut aussi bien se passer quand on est bien accompagné. Mais par contre, on rappelle, vous n'avez pas d'obligation à le faire. C'est-à-dire que faut aussi ne pas faire porter un poids de culpabilité supplémentaire sur les femmes victimes en leur disant que si elles le font pas, c'est des mauvaises citoyennes, des mauvaises féministes, parce que actuellement, quand on voit l'état du système, comme c'est un parcours du combattant, ce serait incohérent de dire vous devez déposer plainte. Oui, vous pouvez le faire, c'est un droit, c'est important, mais vous n'avez pas de poids à le faire si vous considérez que c'est pas ce que vous souhaitez. Et c'est un peu ça que j'ai essayé de retracer dans la première partie du livre, c'est le parcours effectivement du dépôt de plainte, de comment on dépose plainte et de comment ça se passe et de ce qui se passe ou de ce qui se passe pas après. Et après, du coup, dans la deuxième partie, c'est plutôt sur ce qui a été évoqué ici, c'est-à-dire que pour la France, en tout cas, c'est l'histoire du système judiciaire, comment on en est arrivé là, de manière effectivement sans jargon juridique, puisqu'on a essayé de... je dis parce que j'en ai beaucoup discuté avec mon éditrice Laure-Hélène Akaoui, qui n'est pas là ce soir, mais que je remercie, qui est formidable et qui a une très belle collection féministe, pour essayer de voir avec elle comment je pouvais justement sortir de mon vocabulaire de juriste, pour que ce soit... Parce que bon, je suis un peu matrixée par la fac de droit. Donc il y a eu un vrai travail là-dessus. Et la question, ça a été de remonter finalement même avant le Code Napoléon, de voir comment nous, notre système, il a évolué. Le Code Napoléon, donc c'est le Code de 1804 pour le Code civil, et puis ensuite, il a aussi été là quand il y a eu le Code pénal qui a été fait. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette misogynie qui était là au 19e siècle? Comment est-ce qu'elle a évolué vers une société théoriquement égalitaire de manière très récente, pour aujourd'hui nous mettre à un point de bascule, parce que je pense que effectivement nous on est arrivé à ce point de bascule, et la bascule elle peut être arrière, surtout avec les climats réactionnaires, et elle peut être aussi en avant. On a une possibilité aujourd'hui de faire appliquer les droits qu'on a acquis, puisque notre loi elle a beaucoup évolué, effectivement, et les moyens maintenant sont mis en place par des actrices et des acteurs impliqués du monde judiciaire. Mais face à ça, il y a aussi ce qu'on appelle le backlash, c'est-à-dire des mouvements réactionnaires soutenus par aussi des personnes très fortunées qui s'allient aussi à des partis politiques, et puis ça fait une espèce de magma qui peut aussi nous repousser en arrière. C'était le cas aux États-Unis sur l'avortement. Et donc dans la deuxième partie, c'est de s'interroger aussi sur les croyances qu'on a. Par exemple, souvent on entend dire dans des médias très regardés, pour pas citer CNews, que voilà, en fait, il y aurait une idée du bon père de famille, blanc, 10 générations françaises, que lui n'était pas du tout sexiste, et que maintenant, oh là là, là, il y a un point de bascule, oui, parce qu'on est envahi. Enfin, voilà, c'est l'idée qui colporte. Et en fait, c'est de déconstruire ça en montrant que, mais non, en fait, nous aussi, on était tout à fait sexistes, même il y a 200 ans. Hein. Et notre code civil, notre code pénal, il l'était tout autant. Et par exemple, et un exemple que je cite dans mon livre, il y a un article qui a perduré jusqu'en 1975, qui était certes plus appliqué à l'époque, mais avant de disparaître, il a mis du temps, qui disait qu'en cas d'adultère au domicile conjugal, l'homme qui tuait sa conjointe pouvait être excusé. C'était pas automatique, hein, mais bon. Et ça, en fait, quand on remonte, c'est du coup le code du 19e siècle qui avait récupéré ça d'interprétation biblique de saint Thomas d'Aquin, qui expliquait que lui, son interprétation de la Bible, alors qui est un homme qui est respecté par l'Église encore aujourd'hui, hein. Donc lui, il a écrit dans Somme théologique que quand même, si un homme tuait sa conjointe en cas d'adultère, on pouvait comprendre, c'était pas non plus aussi excessif que ça. Et ça a été laïcisé avec la bascule du code civil et du code pénal. Ça a été repris de manière laïque pour officialiser de manière laïque notre domination, parce qu'on n'avait quasiment aucun droit dans ces codes. Et ça a perduré jusqu'en 1975. Et toute la fin du XXe siècle, ça a été l'acquisition de nos droits. Et
je crois que le 21e siècle, aujourd'hui, on est dans cette bascule, c'est les faire appliquer. Et on peut aussi régresser, ne pas continuer à ne pas les faire assez appliquer, et face à ces forces réactionnaires, reculer, et peut-être avoir un jour des lois qui viendront revenir sur nos droits. C'est pas impossible, vu ce qui se profile pour 2027. Je pense notamment aux conditions d'avortement. Désolée, c'est pas très joyeux. On s'était interrogé d'ailleurs par rapport aux effets, aux évolutions de société et les impacts qu'elles avaient sur le traitement judiciaire en général de plein d'affaires en fait. Et notamment concernant ce sujet des violences faites aux femmes, est-ce que vous avez constaté un avant et un après mouvement MeToo? Est-ce qu'il y a eu du progrès? Est-ce que ça a généré quelque chose? En fait, je pense qu'au niveau de la conscientisation de l'opinion, ça a mis sur le devant de la scène médiatique ces questions du consentement, des violences sexuelles, du fait qu'en fait, les violeurs, les agresseurs, c'était pas des monstres, entre guillemets, et que c'était statistiquement des hommes insérés, notre voisin, notre père, notre cousin, etc., notre ami, notre conjoint. Et donc ça a eu un effet de masse, et que finalement la justice là est effectivement à ce point de bascule où on voit que ça essaie d'être pris en compte, ça essaie d'être retranscrit sur le plan judiciaire. Il y a des personnes qui effectivement bougent et font des choses, mais on a du mal quand même. C'est-à-dire que comme à chaque fois les médias sont un contre-pouvoir, ça a toujours été le cas. Même à l'époque où il n'y avait pas de télé, il y avait des journaux féministes au 19e siècle. Ça a toujours servi l'opinion publique comme levier, la presse comme contre-pouvoir. Mais à chaque fois qu'il y a eu un trop gros pas en avant, il y a eu un retour en arrière. Et donc on avance, on recule. On avance, on recule. Donc oui, je pense qu'il y a eu un après MeToo parce que maintenant on en parle beaucoup plus. Mais la question c'est, est-ce que ça va se traduire par une prise en charge meilleure des victimes sur le long terme? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Moi, j'aurais une question. S'il n'y a pas plainte déposée en cas d'agression sexuelle, de viol, quelles sont les alternatives? Je pose la question à toutes. Nous, on traite en fait les dossiers qui nous sont soumis, puisque moi, ce que je représente, ce sont les juges qui jugent, donc le tribunal. Et il est certain que les plaintes, en fait, quand elles sont déposées au commissariat de police, et la personne qui va décider de transformer la plainte en procès, c'est le procureur de la République. Alors, ce dont je vous parle, tout ce qu'on a mis en place, nous, c'est une fois que le procureur de la République a pris la décision de ne pas classer sans suite, mais de poursuivre devant le tribunal et que cette affaire donne lieu à un procès. Voilà. S'il n'y a pas de plainte, à ce moment-là, le traitement peut être social parce qu'on n'est pas obligé, effectivement, de porter plainte pour ces affaires-là. Nous, une des positions qu'on porte au tribunal, c'est de dire, et la plainte, en fait, et aussi le cheminement judiciaire, il doit respecter le temps de la femme. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup réfléchi sur le temps entre la plainte et le moment où on va passer devant le tribunal, parce qu'il ne s'agit pas non plus de rajouter de la violence judiciaire à la violence qui a été subie. Notamment cette violence judiciaire par un traitement qui serait fait à toute vitesse, par un juge qui n'est pas intéressé et qui vient trop vite alors que la personne n'a pas eu le temps de se préparer au procès avec ce que ça va induire de avant le procès et après le procès, parce qu'on va réorganiser sa vie de famille et on va aussi préparer l'après. Si on veut que le procès serve à quelque chose, c'est ça. C'est de poser les choses sur qu'est-ce qui s'est passé au sein de ce couple et de ce qui ne devait pas se passer et de ce qui va être sanctionné par la justice et commencer une autre vie. Quand il n'y a pas de plainte, et c'est tout à fait la liberté des personnes de dire « moi, je ne porte pas plainte », peut-être dans le cas, je n'étais pas au procès, donc vous avez… Voilà, la justice est passée 4 ans après, elle n'a peut-être pas mis 4 ans à travailler, peut-être que la plainte est intervenue avec un certain délai, et c'est souvent le cas, et que la justice ensuite, alors c'est vrai qu'elle met du temps, on est très lent parce qu'on n'a pas de moyens, enfin bon, ça, c'est pas la peine de rajouter là-dessus, et donc voilà, mais en fait, il faut respecter ce délai-là, c'est-à-dire les personnes peuvent très bien subir des faits,
et il y a le temps de conscientisation, c'est-à-dire de se rendre compte que ces faits-là sont inadmissibles et d'être prêt à les porter devant un commissariat de police, devant un policier ou un gendarme, et ensuite de vivre tout ce qui va être la suite, c'est-à-dire la procédure collective. Et c'est leur liberté, et c'est une liberté, moi je me bats pour qu'elle ne soit pas forcée, d'aussi décider de ne pas forcément porter plainte. Et on peut mettre en place un autre type d'accompagnement. Il y avait un film très célèbre, je crois que ça s'appelait Elle, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Isabelle Huppert, qui est violée par son voisin. Bon, alors après, mais enfin, je vais dire, bon, c'est traité comme un thriller, mais c'était bien au niveau de la. Elle dit, moi, je gère ça toute seule. Enfin, si vous avez vu le film, je ne vais pas vous le spolier, mais elle le gère à sa manière. Mais je veux dire, quelque part par derrière, ça avait été étudié, ce film-là, autour de cette question de est-ce qu'il doit y avoir nécessairement une réponse judiciaire ? Parce que la procédure judiciaire, le fait d'aller dire, le fait de bouleverser aussi une existence au niveau de la plainte, c'est pas non plus quelque chose de si facile que ça. Voilà. Donc moi, je veux dire, je suis pas forcément à penser qu'il faut systématiquement porter plainte. Je veux encourager la plainte, puisque nous, le travail qu'on fait, et vous êtes les bienvenus, donc on accueille tous les professionnels qui sont concernés par ces questions-là à cette audience-là, comme je vous ai invité, pour qu'ils voient de quelle façon la justice va traiter le résultat de leur travail. Quand ils auront accompagné une femme à la plainte, eh bien, ils sauront ensuite comment ça va se passer devant le tribunal, avec quelle attention on va écouter l'auteur et la victime et le temps qu'on va prendre. Et connaissant la qualité qu'on essaye de mettre dans ce traitement-là, eh bien, ils vont peut-être plus facilement également recevoir des confidences ou des paroles, donc, et peut-être inciter à la plainte. Parce qu'on sait, nous, quel travail qualitatif on s'emploie à faire. Mais je sais aussi que ça peut être aussi des moments terriblement traumatisants. Donc vraiment, voilà, quand il n'y a pas de plainte, il peut y avoir un accompagnement social, il peut y avoir un accompagnement et une réflexion et un cheminement vers la plainte, mais une fois qu'on sera prêt. Et on sait ça, puisqu'on a, enfin, je veux dire, il y a le bouquin d'Hélène Deninx qui est là, et en fait, elle ne s'appelle pas, elle est classée sans suite, mais elle est prescrite. Puisqu'en fait, elles ont été très nombreuses à dénoncer les faits après le délai de prescription, parce que ça a été très long pour être prête à en parler. Je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, en disant, mais la juge ne lui a pas dit qu'elle la croyait. Elle n'a pas dit à la victime. Le juge n'a pas le droit de le dire. Il a une obligation qui est une obligation d'impartialité. Et l'impartialité, c'est ce qu'on appelle l'impartialité apparente, c'est-à-dire qu'il a l'interdiction de montrer son sentiment sur les faits qui sont jugés. Voilà, je voulais le dire parce qu'on peut être un petit peu choqué de voir un juge qui paraît quand même un petit peu neutre, mais c'est son obligation. Et si jamais le juge montre que soit il ne croit pas l'auteur ou qu'il croit trop la victime, à ce moment-là, et qu'il y a des éléments de doute. Si c'est vraiment très très carré, le juge va être beaucoup plus explicite dans son comportement. Mais si on est dans quelque chose de douteux, et je pense que c'est le cas, puisque dans cette affaire-là, elle a été mise en délibéré, c'est-à-dire que la décision n'a pas été rendue le soir même. Voilà, ils ont reporté la décision parce qu'à mon avis, il devait y avoir des éléments délicats. Il fallait prendre le temps de relire tout le dossier et d'y réfléchir à trois. Mais je peux vous dire qu'un juge qui montre son opinion, immédiatement, il y a un avocat qui lui vole dans les plumes en lui disant « Vous n'êtes pas impartial ». Et alors là, ça fout tout en l'air, quoi. Voilà. Et moi, j'ai une question à la réponse alors, quand on ne va pas porter plainte, il peut y avoir un accompagnement de la victime et le violeur, dans ce cas-là. Lui, il est où? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Oui. Non, mais bien sûr, enfin, je pense que vous le direz bien. C'est dans votre livre aussi. C'est porter plainte, c'est douloureux, c'est difficile, mais on laisse une trace. On laisse une trace. Je ne sais pas si c'est juridique ou judiciaire. Judiciaire. On laisse une trace judiciaire, même si l'affaire est classée sans suite. Oui, mais alors Violaine, tu vas me dire si j'ai pas bien compris, mais vous êtes avocate. On m'a violée. Je prends mon courage. Je viens chercher une avocate
pour vous parler, pour vous dire que j'ai été victime, qu'on m'a violée. Quand je viens vers vous, ça veut dire que je sais quelque part ce qui m'attend, même si je ne sais pas tout. Parce que là, j'apprends. Je ne savais pas que c'est quand même beaucoup d'étapes. Et que oui, c'est bien sûr que ça a un impact sur nous quand on vient et l'après est compliqué, il peut paraître compliqué. Mais quand je prends le courage, il y en a qui se font violer mais qui n'osent pas en parler, qui n'ont jamais parlé même. Mais moi, je me fais violer, je me dis, allez, je viens voir l'avocate, je sais c'est quoi le travail d'un avocat, d'une avocate. Et que mon avocate me dise, madame, vous n'êtes pas obligée de porter plainte. Vous voyez, je sais pas. Elle va pas te le présenter comme ça. Non mais, non mais, Ça se dit pas en fait. non mais Violaine a dit quelque part que à ses clients, à ses clientes, elle explique que vous n'êtes pas dans l'obligation de porter plainte. C'est ça, si je ne me trompe pas. Alors que quand je viens, c'est pour que je cherche la justice quand même. C'est parce qu'il y a quelque chose. Oui, tout à fait. Oui, mais si vous me dites que je ne suis peut-être pas obligée de porter plainte et que je pourrais me faire accompagner par des gens, alors que je suis quand même venue, j'ai fait un pas qui est très difficile, et que lui, le violeur, l'agresseur, il va rester là, quelque part. Comment on doit... reproduire le schéma, en fait. Oui, j'ai envie de comprendre. En fait, c'est évidemment pas. Enfin, j'entends, c'est très intéressant comme question. Et je présente pas les choses directement comme ça. C'est-à-dire que d'abord, la première chose, c'est de s'assurer du suivi psychologique. C'est-à-dire que, en fait, pour prendre cette décision, en général, j'incite, ne serait-ce que pour le suivi psychologique, en dehors de cette décision, à être suivi par des psychologues spécialisés en violences sexistes sexuelles. Il y en a très peu, malheureusement. Beaucoup trop peu en France. Donc, pour voir justement ce que dira le psychologue. Maintenant, si la personne a dit je veux déposer plainte, moi, je lui dis pas n'y allez pas. Hein. Je lui dis d'accord, très bien, on va vous aider. Mais souvent, c'est vrai qu'on n'en est pas à ce stade. Souvent, elles viennent en disant je sais pas si j'ai envie de déposer plainte, si je dois déposer plainte. Et effectivement, la question de l'auteur des faits, c'est de dire oui, si vous le signalez, et ça je le dis, si vous le signalez, c'est mieux, son nom sera sur un fichier d'un dépôt de plainte, ça c'est certain. Vous rendez service à la société en le faisant, ça c'est certain, mais vous n'avez pas cette obligation de le faire. C'est-à-dire que vous n'avez pas une obligation citoyenne à le faire. Si vous le faites, c'est utile sûrement pour d'autres femmes, mais vous n'avez pas d'obligation à le faire parce que là, tout de suite, l'important c'est vous. Là, tout de suite, c'est de vous soigner vous-même, de vous réparer. Et du coup, si vous vous sentez de le faire, on vous accompagne, mais 1000 fois. Et puis, moi, j'accompagne au commissariat. Et alors, c'est pas mes clientes, parce qu'en fait, pour être tout à fait transparente, moi, j'ai un peu deux vies, c'est-à-dire 2 journées en une. J'ai une formation en droit privé général, c'est-à-dire que j'avais du droit pénal et du droit d'entreprise. Et donc, en fait, je suis absolument bénévole pour les violences sexuelles. Étant moi-même une ancienne victime, pour moi, je n'arrivais pas à facturer des victimes. Et donc en fait la deuxième partie de ma journée, mes clients, il y a beaucoup de clientes, je me suis spécialisée sur le suivi des cabinets médicaux et paramédicaux, donc beaucoup d'infirmières qui ont des problèmes avec la caisse d'assurance maladie, enfin, d'autres choses réjouissantes qui n'ont rien à voir, mais qui me permettent la moitié de ma journée autre de me laver un peu le cerveau, parce que ça paraît pas réjouissant comme ça de faire des formalités administratives, mais d'un autre côté c'est moins violent. Donc ça me permet aussi de discuter d'autres choses avec des chefs d'entreprise, parce qu'être infirmière ou kiné, c'est aussi être chef d'entreprise, et donc de gérer le volet contractuel, parce qu'au-delà d'être soignant, ils n'ont pas le temps du coup de s'occuper de ça. Et donc sur le volet pénal et assistance des victimes, en fait, voilà, moi je me positionne, et peut-être que c'est une erreur, pour le coup je suis pas impartiale. Et en tant qu'avocate, on m'a souvent reproché du coup de ne pas être impartiale. Alors on n'a pas une obligation d'impartialité autant que les juges, mais il est clairement visible que j'ai un parti pris, que je suis une militante, et donc en fait je vais au-delà de la posture d'avocate, c'est-à-dire que les femmes que j'accompagne, alors je fais entre 4 et 6 consultations gratuites par semaine en visio et à Paris en présentiel, en partenariat avec la Maison de la Vie associative, enfin bref. Et en plus de ça, j'accompagne jusqu'à 20 procédures maintenant simultanées gratuitement sur des violences sexuelles. Donc ça va être du viol collectif, des catalogues des horreurs, désolé. Viol collectif, je fais aussi du harcèlement, suivi de harcèlement en ligne et de harcèlement, pas forcément sexuel, mais du coup du harcèlement en ligne. Ça va être de l'agression sexuelle, du harcèlement sexuel de profs de lycée sur des mineurs à l'époque, violence conjugale sexuelle, c'est pour ça que je précise, donc, et d'ailleurs ça c'était très intéressant comme affaire, parce que donc elle avait déjà déposé plainte et je l'ai accompagnée après son dépôt de plainte sur la confrontation et la fin de son enquête préliminaire. Et là, c'est posé une autre question, c'est la contestation du classement. Parce que du coup, c'est est-ce qu'on conseille de contester un classement ou pas ? C'est de la même façon de est-ce qu'on conseille ou pas de déposer plainte. Et là, en fait, à la fin de la confrontation, ça se passe bien, bien.
dans la mesure du possible. Hein. C'est-à-dire que la confrontation, c'est encore aujourd'hui, vous voyez ces chaises, et ça, j'en parle de cette affaire de manière anonyme et bien sûr avec son accord dans mon livre. Une confrontation, vous êtes assise ici, c'est-à-dire que là, il y a le bureau des policiers. Là, il y a, du coup, on va dire que la victime, elle est là. Moi, je suis là. Là, il y a l'avocat de la défense et là, il y a l'agresseur. Donc, tout le monde est en cercle comme ça. Alors, sachant que parfois, quand même, la victime est un peu en retrait, c'est-à-dire qu'on est un peu... Hop, la chaise elle est derrière comme ça, elle voit pas le visage de son agresseur. On sort de la confrontation durant laquelle il a quand même été rappelé, notamment par moi, que l'homme accusé avait reconnu devant un juge aux affaires familiales, par texto avait été produit en fait cette pièce dans le dossier, puis il avait reconnu pendant l'audience que oui, il avait eu un comportement qui pouvait s'apparenter à du coup des agressions sexuelles parce qu'il n'était pas sûr qu'elle était d'accord. Enfin, c'était ça aurait pu s'apparenter à ça. Il lui avait dit par texto, puis il l'avait reconnu à la barre. Et là donc on le rappelle, son avocat lors de la confrontation dit oui mais attendez, pourquoi vous avez dit ça monsieur déjà? Et là il dit oui bah c'est vrai que je suis allée à l'audience sans avocat donc je n'étais pas préparée. Donc moi de dire bah oui bon bah j'entends bien que vous avez des droits de la défense, bien sûr, mais si ça vous est venu spontanément, on peut aussi penser que c'était la vérité. Bon. Et donc, on sort de la confrontation, on part, et la policière me dit, et c'est d'ailleurs comme ça que commence mon livre, en fait, je crois, vous inquiétez pas, ce ne sera pas classé. Et en fait, elle appelle le lendemain, ou même dans l'après-midi, je ne sais plus, et c'était classé. Donc déjà, de dire... parce que du coup la victime entend ces mots, elle entend la policière dire ce sera pas classé, et elle je pense qu'elle le disait avec bonne foi parce qu'elle l'espérait, et donc du coup en sortant de dire bon je sais que honnêtement j'espère que ce sera pas classé, maintenant faut pas partir de ce point de vue là parce qu'on ne sait pas, d'accord, il faut rester vigilante, restez pas toute seule en attendant cette décision, soyez entourée, etc. Et bon là ça tombe, et donc là c'était est-ce que vous voulez contester le classement, est-ce que vous voulez continuer? Ah pardon, il y a une question, ouais. Je voulais savoir, vous dites les plaintes sont classées sans suite et vous dites c'est le procureur qui décide de classer la plainte sans suite. Oui, tout à fait. Ouais. Donc du coup, je voudrais savoir, puisque vous êtes les deux en présence, savoir c'est quoi la raison de classer sans suite? Qu'est-ce qui motive un classement sans suite? Pardon, du coup, je vous ai coupé, mais en fait, j'essaie de poser la question. Moi, je ne suis pas procureure, et alors je ne l'ai jamais été de ma carrière, mais généralement, vous avez plusieurs motifs de classement sans suite. Il faut savoir que le classement sans suite, il doit être motivé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je classe sans suite. En fait, on doit choisir un certain nombre de motifs prévus par la loi. Généralement, c'est ce qu'on appelle infraction insuffisamment caractérisée. C'est-à-dire que le procureur considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments dans la procédure pour permettre de poursuivre et qu'il y a un risque en fait que l'affaire soit relaxée, si vous voulez, devant le tribunal. Voilà. Mais ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on peut faire appel du classement sans suite. Vous pouvez aussi vous constituer partie civile, et donc là c'était il y a plusieurs moyens de contester un classement effectivement, mais là donc c'est tout à fait ça, hein, je suis entièrement d'accord, c'est le motif invoqué, c'est donc infraction insuffisamment caractérisée, ce qui signifie concrètement manque de preuves. Sauf qu'en fait, dans la plupart des cas, on n'a pas assez cherché. C'est-à-dire que par manque de moyens aussi, on n'a pas toujours fouillé tout le téléphone, on n'a pas interrogé toutes les ex-compagnes. Là, par exemple, j'ai une affaire, j'ai un autre exemple. Ils ont trouvé des photos de femmes manifestement photographiées sans leur consentement sur le téléphone de l'homme accusé, donc l'ex-conjoint d'une des femmes que j'assiste. Ils n'ont pas cherché à savoir qui étaient ces femmes. On va dire à la policière, je me rappelle à la fin d'une audition, au fait, vous avez essayé de chercher les femmes qui étaient sur les photos. Elle me dit, non, là le problème c'est qu'on n'a pas le temps, donc elles se sont pas manifestées. Bah oui, mais en même temps, ça se trouve elles savent pas qu'elles sont sur le téléphone. Voilà, on a un vrai problème d'enquête et de financement. Et pour boucler sur le sujet du coup du conseil de déposer plainte ou de contester un classement, là de lui dire, voilà, je lui ai dit, on peut contester le classement. Si vous voulez, je vous accompagnerai. Voilà, on continuera le même accompagnement, donc vous ne serez pas seul. Ça peut servir à d'autres femmes de contester ce classement. Maintenant, si psychologiquement vous êtes épuisé, je comprendrai aussi que vous ne le fassiez pas et je ne vous jugerai pas. Voilà. Et donc, elle a pris la décision de ne pas le contester, ce classement. Excusez-moi, je vais encore revenir là-dessus un peu, mais ce ne serait pas obligatoire de citer le nom du violeur ou de continuer la plainte, même si la victime décide de reculer, de dire que non, je ne me sens plus prête de continuer. Oui. Du coup, en fait, c'est
si une personne ne veut pas déposer plainte, effectivement, il y a une solution quand même, on ne la nomme pas assez souvent, c'est la faculté pour le parquet de s'autosaisir en fait. C'est-à-dire que le parquet qui a connaissance d'une infraction, il a le droit d'ouvrir une enquête préliminaire, même s'il n'y a pas de plainte. Mais sauf qu'il en ouvre déjà pas tout le temps quand il y a une plainte. Donc en fait, quand il n'y a pas de plainte, concrètement, sauf cas rare médiatisé. Il y a eu le cas notamment, je crois, pour Isilde Lebesco, qui est une femme incroyable et qui a témoigné des violences qu'elle avait subies. Et dans un premier temps, elle avait témoigné sans déposer plainte. Et je crois pouvoir dire sans me tromper que le parquet de Paris avait dit qu'ils ouvraient une enquête. Et du coup, ensuite, elle s'est constituée partie civile. Donc il y a cette faculté-là pour le parquet de dire ah bah oui, on est le parquet, on représente l'intérêt général. Et en fait, c'est eux qui représentent l'intérêt général. Est-ce que ce serait pas une obligation du théoriquement, parquet? Oui, théoriquement, ils l'ont. Mais en fait, oui, vous avez entièrement raison. Ils ont ce pouvoir, mais en fait, ils ne sont pas sanctionnés s'ils ne l'actionnent pas. Ouais. Oui, alors tout ça, ça nécessite de la nuance. Ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque, par exemple, on va avoir une personne sous emprise, vous connaissez l'emprise, on en parle beaucoup. Hein, voilà, c'est quelque chose qu'on rencontre quand même assez fréquemment dans les cas de violence conjugale. La personne, en fait, souvent, elle ne va pas forcément déposer plainte. Souvent, il va y avoir des violences, hein, et c'est le voisin qui va appeler. Et à ce moment-là, la police va débarquer et va donc embarquer tout le monde et puis faire son enquête de cette façon-là. Ce sont des cas, lorsque la personne est sous emprise, elle va être entendue, quelquefois elle va déposer plainte et elle va ensuite retirer sa plainte. Et ça, nous, on le voit très souvent. Et même dans nos audiences spécialisées, il n'est pas rare qu'on voit des femmes qui viennent au tribunal pour dire « mais écoutez, ne lui faites rien. Moi, tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas été, qui n'ai pas été à la hauteur, etc. Je suis à l'origine des violences que j'ai subies. » On l'entend encore et très fréquemment. Et donc, moi, je demande au tribunal de ne pas le condamner. Et pour autant, là, dans ce cas-là, on aura identifié en fait des violences, on aura des éléments matériels puisqu'en fait, on sera intervenu, c'est ce qu'on appelle la flagrance, c'est-à-dire on sera intervenu au même moment que les faits s'étaient passés. Donc on a vraiment là, j'ai envie de dire, le sang, enfin bon, les témoignages des voisins, etc. Et donc il va y avoir la procédure qui va aller jusqu'à son terme. Mais là, on a vraiment des éléments extrêmement clairs et matériels. Et en fait, la victime, quelle que soit sa position, l'infraction est tellement caractérisée dans ce cas-là qu'on va jusqu'au bout du dossier. Mais ça, c'est pas rare que même moi, je me souviens, c'était une affaire où j'étais à l'époque juge des libertés, j'étais saisie pour mettre en détention provisoire un auteur de violence, et j'entendais les hurlements dans la cage d'escalier de la compagne qui disait mais ne lui faites rien, ne lui faites rien. C'était des insultes dans la cage d'escalier pour que justement on ne mette pas le conjoint en prison et qu'il puisse rentrer à la maison. Et ça, c'est vraiment des mécanismes très, très complexes, hein, de l'emprise et de la captation en fait, de la volonté de la femme. À condition qu'on ait des éléments, vous voyez. Parce qu'il y a des cas où c'est la femme qui va porter à la connaissance de la police et ensuite de la justice les faits. Mais si on a d'autres éléments, comme ce que je disais, là, les voisins, c'est assez fréquent, hein, le coup des voisins qui appellent parce qu'il y a eu du hurlement, ou la femme se réfugie chez ses voisins, etc. Bon, bah là, qu'elle porte plainte ou pas, il n'y a pas de problème, l'affaire ira jusqu'à son terme. C'est important de revenir sur les délais de prescription. Parce que psychologue, et en cabinet, on voit bien que vraiment les personnes, les femmes ont vraiment besoin de temps. Il y a un séquençage qui est très important. Alors selon qu'on est sur des viols, par exemple, c'est très différent. Un viol qui se répète dans un système familial, il y a toute une systémie. Il ne faut pas oublier qu'il y a la honte de porter plainte, la honte d'afficher ça au grand jour, qui peut être un frein pendant des dizaines d'années parfois. Merci. Donc je pense qu'il y a vraiment à différencier l'état psychologique de la personne qui va être prête à un moment ou pas à porter plainte. Et si on ne le respecte pas, on peut effectivement, d'abord, la personne n'y va pas, très clairement, ou alors elle se sent encore plus coupable, je pense que c'est ça que vous vouliez dire, maître, elle peut se sentir encore plus coupable de ne pas aller plaindre parce qu'autour d'elle, on va lui dire « mais si, il faut que tu portes plainte ». Mais sa construction psychique est d'abord à reconstruire. C'est ça qu'il faut entendre. Et quand il y a des traumatismes, il y a des mécanismes d'amnésie aussi, par exemple. Moi, j'ai des femmes dans mon cabinet qui arrivent et elles viennent de réaliser qu'il y a 15 ans,
elles ont été abusées dans leur enfance, etc. Donc tout ça, il faut tout un temps de reconstruction. Et j'aimerais bien que vous reveniez sur les délais de prescription, parce que je crois que c'est important de redire qu'ils ont été, je crois, allongés assez récemment, entre guillemets, et que, donc il faut au contraire laisser vraiment le temps aux personnes de faire ce processus, et c'est ce qui garantit aussi, à mon avis, au mieux qu'il n'y ait pas derrière de violence judiciaire lorsque c'est classé sans suite, parce que là, ça peut être vraiment, vraiment très, très violent pour, si la personne n'était pas prête aussi, éventuellement, à ce que son affaire ne soit pas jugée et reçue. C'est vrai que, en fait, souvent, quand les faits ont vraiment une très grande antériorité, ils ne se présentent pas sous la forme d'une personne qui va aller porter plainte au commissariat de police. Bien souvent, elle écrit. Et donc, elle va écrire au procureur de la République. Le procureur va diligenter une enquête. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les saisines papier. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une enquête qui va se faire avec le temps dont vont disposer les policiers. Et ensuite, moi, je serai saisie pour désigner un juge d'instruction. Souvent, ça se passe de cette façon-là. Et notamment sur les faits de nature sexuelle commis dans le cadre familial. Alors, à l'inverse, moi, j'ai eu l'occasion autour de moi d'avoir des personnes qui ont vécu des agressions sexuelles et qui se sont trouvées vraiment dans l'urgence de nécessiter une protection rapide et qui se sont toutes, en fin de compte, 3 cas récemment, retrouvées dans des situations où, à la gendarmerie, on les a déconseillées de porter plainte, où elles ont posé des mains courantes assez légères, où, en fin de compte, elles ont été quand même... peu prises en compte, par exemple sur des questions de harcèlement sans violence directe, mais des harcèlements très forts qui ont conduit à des situations assez ubuesques. Et je me posais la question entre justement ce dépôt de plainte et vraiment l'action judiciaire et l'urgence d'une situation de dangerosité. Qu'est-ce qu'il existe comme mesure de protection aujourd'hui? Alors on le voit du côté social plus, mais du côté quand même judiciaire. Voilà. J'avais parlé de l'ordonnance de protection, mais peut-être que vous en parlerez mieux. Oui, disons que ça dépend si c'est dans le cadre conjugal. Il peut y avoir l'ordonnance de protection. Donc là, c'est en fait la saisine du juge aux affaires familiales qui va pouvoir prendre une décision de séparation, si vous voulez, extrêmement rapide du couple, et puis attribution du domicile conjugal, etc., avec donc éviction du conjoint. Voilà. Si on a une infraction qui a été commise, dans ce cas-là, c'est un peu le cas dont je vous parlais. Voilà, c'est qu'on va avoir en fait un déferment de l'individu, c'est-à-dire que l'auteur va être conduit. C'est-à-dire qu'il ne quittera pas le commissariat de police, il va être arrêté, interpellé. Il sera, si les éléments sont avérés, parce qu'il faut encore qu'on ait quand même suffisamment d'éléments, et s'ils sont d'une grande gravité et qu'il faut protéger la victime, dans ce cas-là, il est conduit au tribunal, et on en a, nous, 2 ou 3 tous les jours, généralement le soir. Et là, il est présenté à un juge des libertés qui va le placer en détention provisoire, ou qui va éventuellement aussi le placer sous contrôle judiciaire, avec généralement ce qu'on appelle une interdiction de paraître, c'est-à-dire l'interdiction de rentrer en contact avec la victime, voire de rester sur la commune, quelquefois le département. Enfin bon, on a toutes sortes de choses. On a également aussi d'autres types de mesures de protection qui sont le bracelet anti-rapprochement, le BAR. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces dispositifs-là. C'est en fait, c'est un... Alors, ça se porte à la cheville, en fait. C'est très compliqué. Il faut que la victime soit d'accord. Et en fait, c'est quelque chose qui sonne. Donc, c'est contrôlé à distance par des organismes. Et donc, si la personne se rapproche à moins de 2 km de la victime, à ce moment-là, ça sonne. Et il y a un système de prévenance et d'intervention de la police en urgence pour éviter justement, notamment, un féminicide. On a également le téléphone grave danger. C'est la même chose, sauf que c'est en fait un téléphone avec un lien direct avec les services de police. Vous voyez, il y a des dispositifs comme ça. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, pour les mettre en place, en fait, il y a une réglementation. En fait, ceux qui connaissent ça parfaitement, c'est à la fois le parquet le connaît bien, puisque le parquet, c'est lui qui est en lien avec la police et qui va donc saisir l'association des 2 victimes. Et c'est les associations des 2 victimes qui mettent en place ces dispositifs de protection. Voilà.
Si je réponds, mais c'est vrai qu'on rentre dans une vraie complexité parce qu'on a quand même un certain nombre d'outils, des outils juridiques, puis des outils électroniques en fait, hein, donc qui existent, qui marchent dans certains cas, qui ne marchent pas dans d'autres. Moi, je suis plutôt branchée téléphone grave danger. Le bracelet anti-rapprochement, il y a des problèmes techniques clairement, hein, qui font que c'est pas une protection absolue, hein, même si ça s'est beaucoup amélioré ces derniers temps. Mais voilà, donc, et puis on peut le mettre en place dans certaines conditions, pas dans d'autres. Donc là, il faudrait vraiment une formation de 2 jours pour tout expliquer. Compléter, en l'occurrence, les personnes que j'ai pu suivre ont plutôt fait le choix d'essayer de poser des mains courantes. Enfin, j'ai pas bien compris la différence entre dépôt de plainte et la main courante, et justement, est-ce que du coup incité plutôt par la gendarmerie à dire posez au moins une main courante, mais j'ai l'impression que cette main courante ne pouvait pas déclencher de mesures de protection. Ça sert à rien. Oui. Alors moi je suis très étonnée parce que normalement dans tout ce qui est violence intrafamiliale, il y a des consignes qui sont des consignes nationales, qu'on ne pose plus de main courante, parce que c'est vrai que ça a été une grande plainte en fait des associations féministes, et à raison, c'est-à-dire les femmes se présentaient au commissariat pour déposer plainte et on mettait une main courante. Qu'est-ce que c'est une main courante? C'est un journal, pas un journal d'appel, mais un journal de visite, c'est-à-dire reçu Madame Untel se plaint de violence conjugale, c'est tout. Mais ça ne va pas déclencher une enquête. Et donc, comme il y a eu, et notamment dans des cas de féminicide qui ont été étudiés, des cas où effectivement des mains courantes n'ont pas donné lieu à des enquêtes et que ça a eu des conséquences gravissimes, les consignes ont été, donc c'est descendu du ministère de la Justice jusque dans les différents parquets, aux procureurs de la République, qui ont eux-mêmes les ont répercutés auprès des gendarmes et des policiers de leur ressort, de ne plus prendre de main courante. Et ça, c'est national, je suis assez à l'aise. Alors après, que malheureusement, on continue. Moi, je suis intervenue à Versailles il y a quelques mois. C'est pareil, il y avait des avocats dans la salle. Le procureur de Versailles était là en disant « Mais moi, ils n'ont pas le droit, il faut qu'ils prennent des enquêtes, etc. Pas de main courante. » Et des avocats à côté disaient « Bah si, nous, on a encore des exemples de clientes qui donc se sont vues opposées, on fait une main courante. » Mais c'est voilà. Alors après, il faut peut-être insister, peut-être leur dire, moi j'écris à votre supérieur, pardon, je donne un peu ou j'écris au procureur en disant on m'a refusé la plainte, mais là la consigne elle est nationale, elle est nationale et elle est ministérielle. J'allais compléter aussi en disant qu'effectivement, il y a eu des améliorations. Je rejoins. C'est vrai qu'il y a eu quand même un peu mieux. C'est-à-dire qu'il y a eu du mieux. Bon, c'est pas suffisant. Mais par exemple, le délai pour obtenir une ordonnance de protection, il a été raccourci il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça, c'était un point positif qu'il faut quand même noter. C'est-à-dire qu'on a des ordonnances de protection plus rapidement. Le problème, c'est que quand on a une ordonnance de protection, il n'y a pas de suivi sur l'application de l'ordonnance de protection. C'est-à-dire qu'il y a des femmes aussi qui viennent me voir à la permanence, du coup, qui me disent j'ai une ordonnance de protection, mais il vient quand même. Donc, dans l'ordonnance de protection, souvent, il y a une interdiction de s'approcher. Elles me disent je suis allée le signaler à la police et ils m'ont dit qu'ils prenaient note et il s'est rien passé. Donc, en fait, si on a un papier qui dit... on a un papier rapide qui dit vous n'avez pas le droit de vous approcher de Madame Untel, c'est mieux que rien. Mais si le papier il est suivi d'aucune application, ça sert à rien. Et après, il y a la société civile qui s'est aussi mobilisée pour pallier à des carences de type pas assez de téléphone grave danger. Même si j'ai lu des réactions du ministère ces derniers mois qui disaient il y en a assez parce que les parquets ne font pas plus de demandes, donc ils en ont assez. Enfin bon, c'est un peu... Mais donc du coup, comme il n'y en a pas assez dans les faits, il y a une solution qui a été développée par une association féministe qui est devenue, je pense, une entreprise qui s'appelle The Sorority, qui est vachement bien, qui a eu des prix, des subventions de l'État. Et donc The Sorority, ça vous permet d'adhérer à une communauté vérifiée et d'envoyer un signal d'urgence si vous sentez que là, il y a un danger. Donc en fait, ça fait un peu le même travail que le téléphone grave danger, sauf que c'est pas des policiers qui arrivent, c'est quelqu'un qui a été validé et de la communauté qui arrive. Donc ça, c'est quelque chose que je donne souvent comme information, par exemple à la permanence, c'est que ça peut quand même rassurer d'avoir cette application, donc The Sorority, sur son téléphone, de se sentir un peu moins en insécurité. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs, du même type comme ça. Donc vous regardez un peu sur Internet et... Juste peut-être comme dernière question que nous allons poser, c'était la Chambre pénale de la famille, la juridiction spécialisée à Clermont-Ferrand, existe depuis 2019. Est-ce que depuis 2019, vous avez vu quand même, vous avez un peu de recul pour voir des bénéfices ? C'est très très difficile à évaluer.
C'est très difficile à évaluer parce que effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, en fait, à la fois, nous, ce qu'on a bâti, c'est quelque chose qui permettait que le jugement de ces affaires-là se fasse de façon qualitative et non violente, en fait, autant pour les victimes que pour les auteurs, parce qu'il faut considérer également l'auteur et lui donner, c'est ce qu'on arrive à obtenir maintenant, la possibilité de reconnaître les faits, parce qu'ils sont dans un déni quasiment systématique. Hein. Et donc, alors que là, grâce au professionnalisme des magistrats. Donc ça, on a gagné en ça. On voit des effondrements à l'audience, hein, c'est-à-dire vraiment des auteurs, des hommes qui vont dire, bah oui, je suis cet homme-là, j'ai fait ça, ou alors, moi, c'est pas ce que j'ai fait, je suis pas celui que vous venez d'entendre. Voilà, donc on voit bien que cet effet de rassembler le même type d'affaires sur une audience, et à chaque fois, chacun entend le fait de l'autre. Comme disait une psychologue qui est venue travailler avec nous, ils sont en travail. Ils se mettent en travail parce que quand bien même ils peuvent être dans une position de déni, tout ce qu'ils entendent là, ça va aussi les mettre en situation de réfléchir à leur propre comportement. Donc nous c'est ce qu'on voit sur le travail qu'on fait à l'audience. Après, il faudrait vraiment, on a jugé, je ne sais pas maintenant, plusieurs centaines, on doit être à 700, 800 affaires. Je ne sais pas, oui Mathilde, hein, c'est ça, même plus hein, maintenant. Hein. Oui, plus de 800 affaires. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même assez considérable. Hein, selon ces modalités-là, hein, donc en 3 années de fonctionnement, parce qu'on a eu pendant l'année 2020, ça n'a pas vraiment fonctionné comme on aurait voulu. Je dirais qu'on a gagné en professionnalisme. On a gagné aussi parce qu'en fait, maintenant, nous faisons venir des grands professionnels, hein, qui viennent, comme vous, qui viennent assister à nos audiences et qui nous font un retour. Et surtout, ce qu'on en fait aussi, c'est aussi un lieu d'identification des situations les plus graves. Et notamment de ceux qui, et ce n'est pas forcément ceux qui ont été les plus violents physiquement, mais qui sont extrêmement dangereux. Et donc, en fait, je dirais que c'est dans la prévention et dans la prévention de comportements les plus graves, là, il y a vraiment eu une professionnalisation. Après, est-ce qu'on lutte mieux contre la récidive de ces faits-là ? J'ai pas les outils. J'ai pas les outils. Ce que je sais, c'est que ce qu'on a bâti, c'est un écosystème. Hein, c'est-à-dire un dispositif où à la fois ces affaires sont regroupées, elles sont jugées dans des bonnes conditions, on identifie les situations les plus dangereuses, c'est-à-dire ceux qui peuvent aller jusqu'au féminicide, ceux qui sont vraiment très très préoccupants, très inquiétants. On bénéficie aussi du regard extérieur de personnes qui sont spécialisées dans ces questions-là, qui vont travailler avec nous pour nous aider à mieux formaliser, mieux formuler aussi les questionnements, que ce soit mieux compris, notamment des victimes, même si on ne peut pas leur dire « je vous crois », mais que dans la manière dont on va parler des faits, elles puissent entendre que leur parole a été prise en compte et que le juge a complètement lu et compris tout ce qu'elles avaient dit. Donc là, je pense que là-dessus, il y a eu vraiment une vraie amélioration. Sur le résultat, sur la récidive, je serais malhonnête de vous dire ça a très bien marché. Il y a un résultat dont on est très fier, c'est qu'un des paris que j'avais fait quand j'ai monté ce système-là, c'est que j'avais constaté qu'il n'y avait pas de femmes aux audiences. Soit parce qu'elles n'osaient pas venir, elles s'étaient dit, moi, le juge ne va pas me croire, il va me broyer, je vais encore en prendre plein la figure, etc. Allez, j'ai porté plainte, mais maintenant j'ai la trouille d'y aller, je ne vais pas au tribunal. Hein. Et en fait, nous, tout le travail qu'on a fait d'accompagnement en amont et puis de connaissance, hein, venez, n'ayez pas peur de venir, on va bien s'occuper de vous, on va être bienveillant avec vous. Eh bien, ça fait qu'on a triplé le nombre de victimes aux audiences. Hein, et ça, c'est vraiment un gain. Et là où moi, ce que je regrette, hein, c'est qu'il faut maintenant qu'on forme un peu les avocats, parce que ceux maintenant qui disent à leurs clientes de ne pas venir, ce sont les avocats. Donc, c'est tout à fait étonnant, quoi. Tout à fait étonnant. Donc, on avance un petit peu. Hein, vous n'êtes pas comptable, hein, mais on voit qu'en fait, il faut qu'on fasse ce chemin-là aussi vis-à-vis de tout le monde, parce que ce sont une des causes du fait que les victimes ne viennent pas. Or, si elles peuvent venir, si elles peuvent entendre d'autres victimes de faits tout à fait similaires, si elles peuvent entendre aussi d'autres auteurs qui vont nier, mais c'est toujours les mêmes excuses à 2 balles, pardon de le dire comme ça, hein, mais toujours de la même façon. Et puis elles vont en entendre, parce qu'en fait, au fil du passage des affaires, en fait, on voit que les défenses tombent.
Et que c'est vrai qu'on a plus de reconnaissance en fin d'audience qu'on en a au début, parce que le juge, en fait, condamnation après condamnation, montre qu'il n'est pas dupe, voyez. Et donc, souvent, elle reste jusqu'au bout, et c'est très éclairant pour elle aussi. Et je pense que ça peut avoir aussi une valeur pour leur propre personne. J'allais dire thérapeutique de voir. Oui, voilà. Donc, c'est un peu dans ce moment-là nous... Et puis, c'est le retour qu'on a, parce qu'après, l'association des 2 victimes va les accompagner. Mais la nuance, juste que j'allais mettre, pardon, c'est juste une petite nuance, c'est que je pense aussi que ça vient des avocats de la défense qui ont une façon d'exercer qui est quand même problématique. Et qu'en tant qu'avocat de partie civile, le problème, c'est que si on respecte vraiment la déontologie, j'aurais pas le droit de les couper. Et donc que c'est perçu très mal par les juridictions souvent, je dis pas la vôtre, mais qu'on puisse les couper. Et donc il y a peut-être aussi une prise de conscience à avoir dans la formation des avocates et des avocats pour ceux qui interviennent en défense de ce que c'est que défendre, et qu'il y a aussi des limites. J'ai déjà coupé des avocats de la défense en plaidoirie. Mais en fait, on est dans un jeu d'équilibre. C'est horrible comme mot, mais jeu d'équilibre, parce qu'il faut à la fois respecter le déroulé de l'audience et la déontologie, tout en coupant, parce que ça devient trop insupportable pour la victime. Et ça, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a certains confrères ou consoeurs qui déconseillent de venir à l'audience, parce que parfois c'est violent. On le voit avec le procès de Dominique Pellicot. Oui, non, mais c'est vrai. Après, ce que je dirais, c'est que comme on a, pour monter tout ça, le faire exister, ça s'est pas fait tout seul. Moi, je me suis beaucoup appuyée sur les médias. Et donc, les médias, ils nous ont soutenus énormément. Et donc, ils ont rendu, en fait, cette organisation indestructible, quelque part. Et aussi, quelque part, ils l'ont imposée. Ils l'ont imposée dans le monde judiciaire. Et je dirais que le grand n'importe quoi, parce que j'ai quand même entendu aussi des plaidoiries de défense épouvantables, incroyables. Donc, tout au début, eh bien, finalement, en fait, on infuse aussi de ce côté-là, et on a beaucoup moins de caricatures, comme les choses qui ont été encore dites au niveau de Mazan, quoi. Vous avez certainement lu, et si vous ne l'avez pas fait, lisez-le, mais il y a des choses invraisemblables qui ont été dites sur cette victime, en sa présence et en présence de ses enfants. Oui. Voilà. Mais la défense est libre, donc on peut tout dire. Voilà. Là, vous parlez d'audience avec des affaires multiples. Et quand il y a des CRPC, est-ce que vous pouvez parler un peu plus de cette... Alors, effectivement, la CRPC, c'est ce qu'on appelle le plaider coupable à la française. C'est-à-dire, c'est une audience qui est plus une audience de négociation. C'est-à-dire que la personne, elle est convoquée à un rendez-vous avec le procureur de la République qui va négocier avec lui une peine, et son avocat, l'avocat est obligatoire, donc va négocier une peine avec lui, et ensuite il va aller devant le juge pour que cette peine soit ou non homologuée. C'est-à-dire que le juge peut refuser d'homologuer ou accepter d'homologuer s'il considère que, notamment, il faut que les faits soient parfaitement reconnus. Donc, il faut que les faits soient reconnus et que le juge considère que la peine qui a été négociée avec le procureur soit adaptée aux faits en cause. Vous êtes probablement informé que c'est une procédure qui a été mise en place également pour les vifs sur des audiences spécifiques où le juge homologateur est aussi la référente vif en fait du tribunal, et elle fait très attention à ça. Moi, je vais vous dire, j'étais pas enthousiaste quand ça m'a été proposé, parce que je sais que la question de la reconnaissance et de la négociation dans ces domaines-là, c'est pas forcément le meilleur. Mais mes magistrats, les magistrats du pôle vif qui président les audiences, ont dit si, nous on trouve que ça peut avoir du sens, on est partant pour le faire. Donc bon, j'ai dit ok, on y va. Mais ça peut mériter une vraie réflexion. Mais je vous dis, les acteurs de terrain y étaient favorables, donc on l'a fait. En fait, pardon. C'est l'auteur qui négocie. Si vous voulez, la peine, en fait, l'auteur dit je reconnais les faits. Donc nous, ce qu'on doit vérifier, c'est bien qu'ils reconnaissent les faits, ce qui est quand même assez puissant quand même vis-à-vis de la victime. Je reconnais les faits, et du coup, la peine est négociée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'aléa de la décision du tribunal. On ne sait jamais exactement ce que prononcera le tribunal. Pardon, je finis juste sur la CRPC avant qu'on passe à un autre sujet. La CRPC, elle peut être perçue comme un petit peu brutale par les victimes parce qu'en fait, il n'y a pas d'audience en tant que telle. Il y a dans le bureau du procureur la négociation de la peine, et après l'homologation. On ne va pas discuter publiquement, etc., des faits, de ce qui est reproché. Il n'y a pas les plaidoiries, il n'y a pas tout ça. Et quelque part, on zappe un peu une étape importante pour les victimes. Et un peu, je mesure mes propos.
Donc c'est vrai que la CRPC, c'est un système qui est critiquable pour la prise en charge convenable des victimes dans la justice. Oui, mais moi j'introduis cette nuance que quand ça a été proposé, on était en assemblée générale, donc tout le monde avait voix au chapitre, et donc les magistrats, donc vous avez compris qu'ils sont quand même assez engagés et impliqués, hein, puisqu'ils donnent beaucoup de leur temps pour ce pôle des violences intrafamiliales. Mais d'ici, nous, on trouve que ça peut être intéressant dans certaines affaires, et on a mis des correctifs. Les correctifs, c'est que déjà, il y a moins d'affaires sur cette audience-là. Ce n'est pas de l'abattage, ce qui veut dire que la juge va prendre un petit peu de temps pour faire une espèce de mini-audience quand même. Elle va bien s'assurer que la victime a bien compris et que l'auteur reconnaît bien les faits. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'association des deux victimes, parce que je ne voulais pas raconter, mais elle est présente pendant toutes nos audiences. Elle est présente auprès des victimes pendant toutes nos audiences. Eh bien, elle est présente pendant ces audiences de CRPC aussi. Donc, on a essayé d'y mettre ces deux correctifs-là. On a commencé il n'y a pas très longtemps. On n'a pas énormément de recul. On fera un bilan. On aura 1 an à peu près au mois de février 2025. Donc, c'est encore un petit peu jeune. Mais juste pour compléter, excusez-moi, mais ça, ce dispositif-là, le CRP, là, mais c'est pas mis en place juste pour l'avantage peut-être de l'agresseur. Parce que c'est une question de rapidité. C'est pour gagner du temps. C'est parce qu'on n'a pas le temps de tout juger, et donc ça permet c'est en fait une. Alors au moment où l'agresseur reconnaît, c'est pas là qu'il faut le condamner, appliquer la loi. Si, justement, c'est ça. Immédiatement. Non, mais la négociation. Alors, il y a une négociation avec lui et son avocat. Déjà, est-ce que vous reconnaissez les faits ? Oui, je reconnais les faits. Ce sont bien ces faits-là, à telle date, sur telle personne. Oui, je reconnais les faits. Et donc, le procureur dit, moi, je propose telle peine. Hein, et l'avocat, ensuite, il va y avoir une négociation. L'avocat va dire, OK, on va accepter cette proposition de peine, parce qu'en fait, le procureur propose une peine. Et elle est acceptée par l'auteur et conseillée par son avocat. Et ensuite, il y a une phase 2. On passe devant le juge. Et donc, le juge, il regarde la peine qui a été acceptée par la personne et lui-même, il va ou non l'homologuer. Donc, il va revérifier que la personne reconnaît bien les faits et que la peine, elle n'est pas notamment trop inférieure à ce qui serait prononcé en audience. Alors, est-ce que ceux qui ne reconnaissent pas peuvent aussi négocier ? Non, pas du tout. Le principe, c'est la reconnaissance. Et bien souvent, les refus d'homologation, c'est quand ils passent devant le juge, finalement, en fait, le juge, en les cuisonnant un peu, se rend compte que en fait, ils ne reconnaissent pas les faits, quoi. Voilà. On avait une question. Oui. En fait, ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez mis en place, évidemment, en règle générale, c'est très positif, mais c'est surtout que ça met en lumière le côté systémique de la chose, et ça travaille sur l'impunité qui permet à tous ces hommes de se dire moi je peux, et à considérer la femme comme leur possession, leur objet, pour ça qu'elle est féminicide, enfin, etc. Et je parlais du consentement tout à l'heure, et travailler sur ça, c'est vraiment essentiel. Donc voilà, la moindre petite chose, et comme ce que vous avez mis en place, c'est vraiment c'est la base de ce qui peut faire changer les choses, même si c'est j'ai dit un petit tribunal parce que c'est Clermont-Ferrand, mais je veux dire, c'est pas toute la France, comme vous avez dit. Et puis, question subsidiaire, c'est quoi, vif ? Ah, vif, oui. Violence intrafamiliale. Voilà. Oui, parce que moi, j'aime pas le mot de violence conjugale, parce que c'est violence intrafamiliale, parce que dans 9 dossiers sur 10, c'est en présence des enfants. Et même si l'enfant il est à la cave ou planqué dans sa chambre, il sait ce qui se passe et il est victime, on appelle ça la co-victime. Il est victime des violences intrafamiliales, des violences conjugales, si vous voulez. Et donc, je ne peux pas vous parler, mais on a une énorme réflexion aussi sur comment cet enfant qui n'est pas présent, en fait, il est quand même partie au procès puisqu'il est victime, et comment on va ensuite faire tout un travail auprès de lui pour qu'il sache ce qui s'est passé à l'audience et qu'il en comprenne le sens. Mais ça mériterait... voilà. Mais ce que je voulais dire, merci pour vos observations, parce que le mot, vous avez compris qu'on fait aussi venir des grands témoins dans nos audiences pour qu'ils nous aident à être meilleurs. Hein. Et donc, le mot qui fait le plus plaisir aux magistrats à entendre, c'est pédagogie. Et alors, quand il sort, enfin, voilà, parce qu'en fait, c'est vraiment la vertu pédagogique de l'audience, mais dans le sens vraiment le plus noble du terme, c'est-à-dire en quoi on apprend et on comprend.
et ont grandi en assistant à ces audiences-là, et à commencer par l'auteur, mais également par la victime. On va faire juste une dernière question, et, parce qu'après, on va manquer de temps. On vous écoute. C'était pour savoir qui décidait s'il y avait enquête ou pas. Et savoir aussi, je me demandais s'il y avait une différence entre la police et la gendarmerie. Alors pour l'enquête, donc c'est le parquet qui décide, on va déposer plainte, et après c'est le parquet qui va décider comment il oriente le dossier. Désolée pour les termes administratifs, dossier du coup. Donc il n'y a pas d'obligation à faire un minimum de liste d'actes d'investigation, ce qui est un vrai problème selon moi, parce que par ce vide législatif, on laisse à l'interprétation, à l'appréciation du coup de parquets qui sont surchargés, dont certains acteurs peuvent être sexistes. Donc il y a quand même une appréciation qui se fait. Alors qu'on devrait dire automatiquement, hop, dépôt de plainte, et du coup, audition de l'homme accusé, enquête d'entourage, saisie des téléphones. Après la liste, on pourrait en discuter, ça pourrait faire l'objet de débats parlementaires. D'ailleurs, je suis même pas sûre que ce serait à la loi, mais peut-être que ce serait un décret pour ça. Mais en tout cas, oui, même une circulaire pour commencer. Après, ça dépend si les circulaires sont respectées, mais à vous de me dire. Oui, voilà. Peut-être qu'un décret aurait plus de force, en tout cas. Et ça me semble vraiment nécessaire, parce que quand on cherche vraiment, on trouve. En tout cas, on peut pas se contenter de dire ça avait pas l'air grave, donc on va pas regarder. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel, quand même, plus ou moins tout le monde se rejoint. C'est-à-dire que des consoeurs en défense avec qui j'ai pu discuter, elles, bien sûr, vont dire « Mais oui, tu as tout à fait raison, parce que comme ça, on prouvera enfin que mes clients sont innocents. » Ok, tu vois ça comme tu veux. Moi, je vois ça plutôt pour trouver les preuves. Mais au moins, on est d'accord sur le fait qu'il faut des enquêtes. Elles vont me dire « Oui, parce qu'au moins, le sens d'un classement, ça aura un sens. Ça va redonner confiance en la justice. » Puisque, selon elle, les hommes accusés ont leur carrière brisée, parce que voilà. Et puis, pour moi, de dire de l'autre côté, non, mais justement, ça va permettre de trouver des preuves, parce que comme on ne cherche pas assez, on n'a jamais assez de preuves. Et puis ensuite, au moins, ne serait-ce que être prise au sérieux par la justice pour les victimes, c'est important en termes de reconstruction psychologique. Et là, je regarde la psychologue qui est dans la salle. C'est-à-dire que si elles ont le sentiment qu'il n'y a même pas eu d'enquête, en termes de reconstruction, c'est compliqué. Et peut-être pour la deuxième question, si vous voulez répondre. Deuxième question, c'était... Ah oui, les policiers en fait sont des civils, si vous voulez, et les gendarmes sont des militaires. Voilà. Et alors, oui, si vous voulez, oui, ils sont organisés. Alors, les missions de la gendarmerie sont un petit peu différentes, et en fait, c'est plutôt géographique. C'est-à-dire qu'on a les zones police qui sont des zones urbaines généralement, et les zones gendarmerie qui sont les zones rurales. Voilà. C'est ça qu'on n'a qu'une gendarmerie ici. Oui, parce que moi je suis sur Clermont, donc c'est plutôt la police. Et effectivement, la gendarmerie. Ici, vous avez une gendarmerie à Ambert. Voilà. Nous concluons. Ah mince, il y avait. Mais nous vous invitons à poursuivre la conversation peut-être autour d'un verre. Et Étienne, voulez-vous dire que le pot vous est offert, mais que si vous voulez donner un petit quelque chose pour l'association Semer en Territoire qui organise cette rencontre, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup.